Hop. Vous direz quand on commence. Bonjour à tous. Bonjour. Pour le moment, je crois qu'il n'y a que... Les spectateurs qui arrivent, bonjour. Là, du coup, normalement, Hubert Aubry, c'est bon. Je le vois dans les conférenciers. C'est bon. Là, oui, moi. Ouais. Super. Eh bien, je vous propose de débuter tout de suite ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire NovaCheck. Je suis Rénal Lafarge, je suis le directeur général donc, de NovaCheck. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce second webinaire d'une série de 3 épisodes consacrés donc, au vécu des familles confinées avant, pendant et après. J'aurai le plaisir tout à l'heure de laisser la parole donc, dans quelques secondes à mes 2 collaboratrices que sont Lorraine Brosset et Manon Gaudy qui ont travaillé toutes les 2 sur ce webinaire. Avant cela, je voulais juste prendre 2 minutes en fait, pour vous présenter très brièvement NovaChild. NovaChild, c'est quoi? C'est un cluster, un réseau d'acteurs unique en Europe, constitué donc d'entreprises, de centres de recherche, d'écoles, unis autour de l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. Cela représente aujourd'hui environ 70 adhérents. Nous sommes une petite équipe de 6 personnes basée à Cholet, en Pays de la Loire, tout près d'Angers et de Nantes, et puis à 1h30 de Paris pour les Parisiens. Nous sommes une association loi 1901 avec un conseil d'administration et un bureau présidé par David Soulard, le directeur général des meubles Gauthier. Je vous laisse découvrir les autres membres de notre bureau, représentés par des dirigeants d'entreprises adhérentes historiques à NovaChild. Je remercie aussi d'ores et déjà un des membres de ce bureau, Hubert Aubry, directeur de la stratégie de développement du groupe ERAM, d'avoir accepté de témoigner sur la partie point de vente tout à l'heure. Voici pour l'heure aussi un aperçu de nos adhérents. Alors, ce qu'il faut retenir de cet aperçu, c'est cette diversité qui fait la richesse de notre réseau, diversité en termes de taille d'entreprise, puisque nous avons aussi bien des grands groupes que des startups, voire des porteurs de projets. Diversité également en termes de secteur d'activité, puisque nos entreprises adhérentes peuvent aussi bien évoluer dans la puriculture, l'alimentation, la mode, le jouet, le sport, le service. Et puis aussi, diversité en termes de localisation de nos adhérents, puisque nous rayonnons aujourd'hui sur tout le territoire national. Alors, qu'est-ce que nous proposons à nos adhérents? Eh bien, notre offre de service repose sur 3 pôles, avec évidemment au centre notre cœur de métier, l'innovation. Premier pôle, c'est l'Observatoire, dont la mission est de vous aider à mieux comprendre le marché dans lequel vous évoluez, notamment à partir d'un travail de veille internationale quotidienne, dont nos adhérents s'alimentent quasiment quotidiennement grâce à notre bulletin d'information qu'ils vont recevoir donc dans leur boîte mail. L'Observatoire, ce sont aussi des événements réguliers qui décryptent les tendances, les problématiques du marché, avec le regard donc d'experts, tel que nous allons l'avoir aujourd'hui, de chercheurs et d'industriels. Deuxième pôle, c'est le Living Lab, qui a pour objectif donc de remettre l'usager au cœur du processus d'innovation de nos adhérents. Et bien pour cela, nous permettons à nos adhérents d'accéder directement à cet usager afin de tester leurs nouveaux produits, leurs nouveaux concepts, des nouveaux marchés aussi, puis de le questionner également pour mieux le connaître. Le Living Lab, c'est aussi près d'une 50aine d'études par an, exclusivement donc réservées à nos adhérents. Et c'est aussi un panel propriétaire mutualisé qui s'appelle Innovons et qui est constitué aujourd'hui de près de 3000 familles. Voilà, le troisième pôle, c'est l'animation. L'animation de ce réseau, c'est vraiment primordial. Nous en sorte en tout cas de multiplier les points de rencontre, les temps de réflexion communs, les partages d'expériences à travers des petits déjeuners, des visites d'entreprise, des missions aussi à l'étranger, des networking, et puis évidemment des groupes de travail sur des problématiques communes. Actuellement, on a par exemple 6 groupes de travail qui mobilisent nos adhérents sur la qualité perçue, la blockchain, les communautés, la motricité, l'apprentissage aussi par le jeu vidéo. Pour conclure, j'ai envie de dire, retenez une chose, vous avez une problématique aujourd'hui qui touche l'enfant et ou sa famille, eh bien, ayez le réflexe NovaChild. Nous mobiliserons notre réseau pour vous aider à y répondre et à avancer pour innover au service du bien-être de l'enfant et de sa famille. Allez, on va passer maintenant à ce pourquoi vous nous avez rejoints ce matin. Juste un petit rappel, ce webinaire est enregistré, vous aurez la possibilité de le revisionner si vous êtes intéressé. On vous enverra un lien replay par la suite.
Évidemment, c'est un moment qui, vous l'aurez compris, se veut aussi interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en cliquant sur l'onglet questions-réponses en bas à gauche. Lorraine et Manon tenteront donc de répondre à un maximum de questions, ainsi que nos deux invités, que je remercie de nouveau. Donc, Florent Dumont, directeur de la stratégie de la Direction générale des antennes et des programmes de France Télévisions. Et puis Hubert Aubry, donc directeur de la stratégie et du développement du groupe ERA. Merci encore à eux. Il y a donc déjà plus de 2 mois, le mardi 17 mars exactement, la France rentrait dans une période dite de confinement de la population, une mesure sanitaire inédite visant à réduire donc la propagation de la pandémie Covid-19 et qui va être suivie d'une crise sans précédent sanitaire, sociale et économique. Alors comment cette période qui va quand même durer près de 2 mois a été vécue par les familles? Quels ont été les nouveaux comportements de consommation, d'éducation, d'alimentation, d'achat au sein de ces familles? Qu'est-ce qui va en rester aussi dans les semaines et les mois à venir? Eh bien, notre observatoire et notre Living Lab vont répondre à ces interrogations en combinant donc leurs expertises à travers des chiffres clés, dont la plupart sont issus de notre étude Familles confinées, des exemples aussi d'initiatives, de projets innovants et puis des témoignages d'industriels. Après l'éducation et l'alimentation que nous avons traitées il y a 2 semaines, nous ferons aujourd'hui le focus donc sur les 2 thématiques que sont les écrans et les points de vente, afin de vous faire émerger en tout cas des leviers de développement qui vous permettront, je l'espère, de mieux appréhender les mois qui viennent. Lorraine, Manon, c'est à vous pour cette première partie sur les écrans. On vous écoute. Merci. Donc pour commencer sur cette partie sur les écrans, rappelons rapidement ce qu'on va entendre par écran dans cette partie. Donc déjà, il y a les différents supports, que ce soit la télévision, la tablette, les smartphones, l'ordinateur, etc. Mais c'est aussi les usages que nous allons étudier. Donc par exemple, regarder des programmes de télé, regarder des films ou des séries en streaming, jouer à des jeux vidéo, échanger, discuter avec ses proches, etc. Car aujourd'hui, en fait, chaque support technologique permet tous les usages. D'ailleurs, plus des 3/4 des Français disposent d'une télé connectée, soit grâce à leur box internet, soit à la console de jeu, soit tout simplement parce que la télé est automatiquement connectée. Donc, pour donner quelques chiffres, fin 2018, le CSA comptait en moyenne 5,5 écrans par foyer, un chiffre qui est resté stable depuis, depuis plusieurs années, mais certaines familles urbaines peuvent monter jusqu'à 9 à 10 écrans par foyer. Donc, au sein de ces familles françaises, la télévision reste toujours le premier équipement des foyers français, mais c'est le smartphone qui prend la première place du classement des écrans individuels sans trop de surprise. Il faut savoir qu'en 2017, 81% des 13-19 ans en possédaient un, contre 84% en 2018. Pour les 7-12 ans, toujours sur le smartphone, on passe de 22% en 2017 à 24% en 2018. Des chiffres toujours en constante augmentation qui montrent qu'on est toujours de plus en plus connecté, notamment chez les enfants. Donc on comprend que tous les écrans au sein du foyer français ont été une vraie aide précieuse pendant le confinement pour occuper toute la famille. D'ailleurs, même si 28,7% des familles ont rencontré quelques difficultés à occuper les membres de la famille pendant le confinement, notons tout de même que 7 familles sur 10 n'ont pas eu de problème particulier. Donc, nous avons divisé les écrans en 3 typologies en fonction de leurs usages dans le quotidien des familles. Donc déjà, l'écran divertissant, ensuite l'écran pédagogique et l'écran social. Donc, avant de rentrer dans le détail de chacune de ces catégories, on va revenir rapidement sur quelques chiffres bilan du confinement. Oui, donc pour revenir sur notre étude de famille confinée que Reynald a présentée tout à l'heure, tous les supports, comme vous pouvez le voir sur le graphique, ont connu tous les supports écrans ont connu une nette augmentation de leur utilisation pendant le confinement. On a plus d'un enfant sur 2 qui l'a utilisé plus fréquemment qu'auparavant et les 2 écrans qui ont connu la plus forte hausse sont la télévision et les PC tablettes. L'utilisation de cette seconde catégorie de support écran est assez facile à expliquer, c'est-à-dire qu'on a eu des enfants qui ont été obligés de faire leurs devoirs à la maison et qui donc ont dû passer par leurs ordinateurs ou leurs tablettes pour le faire. Ces chiffres sont notamment confirmés par les audiences calculées par Médiamétrie. Donc, on remarque que pendant le confinement, la durée d'écoute des programmes TV a nettement augmenté pour toute la population française. Et si on s'intéresse aux enfants de 4 à 14 ans, on voit que le temps d'écoute passe d'1h26 en moyenne par jour avant le confinement à 2h06 pendant, ce qui fait que c'est soit une moyenne de 40 minutes journalières en plus pour cette tranche d'âge. Avec le confinement, une baisse du temps d'écoute des programmes TV est enregistrée, mais elle reste quand même supérieure à avant le confinement.
et en particulier pour les moins de 25 ans, parce que d'ailleurs, les enfants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école, ou du moins 2 jours par semaine, ce qui explique ce temps d'écoute encore important. Donc, on va aborder les différentes parties maintenant. Donc, si on pense écran pour les enfants, on pense en premier lieu divertissement pour passer le temps. C'est donc la première typologie d'usage qu'on va étudier tout de suite. Donc, sur cet écran divertissant, évidemment, un des secteurs qui a fait un carton pendant le confinement, il a été difficile de passer à côté, c'est évidemment le jeu vidéo. Donc, on a des professionnels du secteur du jeu vidéo qui s'attendaient plutôt à un début d'année difficile sur 2020, avec la sortie en fin d'année, donc en fin de cette année, de la Xbox Series X et de la PlayStation 5. On avait des développeurs et des éditeurs jeux vidéo qui pensaient donc que les gens retiendraient un petit peu leurs achats en prévision de ces sorties. Et on avait d'ailleurs un recul de 9% en 2019 qui avait été observé sur les ventes du secteur. Et pourtant, il s'avère que non, ça a été complètement bouleversé. En tout cas, que ces prévisions ont été bouleversées par le confinement, puisque les ventes ont explosé, et notamment autour de la Nintendo Switch, qui a vraiment fait l'événement durant cette période. En janvier, la firme comptabilisait donc plus de 55,77 millions de consoles vendues à travers le monde depuis son lancement en 2017. Et au premier semestre, avec le confinement, ce sont pas moins de 3,29 millions de consoles supplémentaires qui ont été vendus. C'est une hausse très importante pour la vente de la console, qui a d'ailleurs été en rupture de stock assez rapidement. Donc fin avril, on ne trouvait plus de Switch ni en France ni aux États-Unis. En tout cas, elle ne passait plus par les canaux habituels, et il a fallu se tourner vers des éditeurs, des vendeurs tiers qui les vendaient encore et qui ont donc profité pour gonfler les prix. C'est-à-dire qu'on a une console qui est passée de 299 € son prix d'origine qui s'est envolée à des prix allant de 400 à 600 €. C'était énorme. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est revenue, bien sûr, dans la plupart des points de vente, mais certains modèles restent toujours indisponibles, et ça montre vraiment tout l'engouement qu'il y a eu autour de la Switch. Donc en fait, les ventes de Nintendo Switch sont en partie dues au succès du lancement de son jeu Animal Crossing New Horizons. En effet, dans les 6 semaines qui ont suivi son lancement mi-mars, le jeu a enregistré 13,41 millions de ventes à travers le monde, et c'est du coup le meilleur lancement de jeu sur Nintendo Switch. Le succès d'Animal Crossing a donné des idées aux industriels. C'est notamment le cas pour l'enseigne Gémeaux, qui a réalisé un défilé dans le jeu pour présenter sa nouvelle collection d'été, comme on peut le voir sur les différentes images. Et les joueurs pouvaient ensuite acheter les vêtements pour leur personnage. Il y a eu d'autres noms de la mode qui sont également présents, comme Marc Jacob ou Valentino. Donc en fait, il est intéressant de voir comment des entreprises se sont appropriées les écrans pour toucher et intéresser une cible jeune et faire des défilés virtuels. Autre jeu qui a évidemment diverti les jeunes et qui le faisait déjà avant le confinement, c'est Fortnite. Difficile aujourd'hui, depuis quelques années, là, de parler de jeux vidéo sans parler de Fortnite sur les cibles des plus jeunes. C'est un jeu qui comptabilise 350 millions de joueurs. Ça fait soit 100 millions en fait, de plus que ce qu'il y a un an. Donc, c'est un jeu qui continue à acquérir toujours plus de public. Et en avril, Fortnite a enregistré 3,2 milliards d'heures de jeu sur son développeur Epic Games. Et en fait, il a été intéressant de voir que tout comme pour Gémeaux, Fortnite que du côté de Fortnite, ça a plutôt été la plateforme qui a diverti ses joueurs d'une autre manière, puisqu'ils ont installé dans le jeu l'espace qui s'appelle Fête Royale. C'est un espace qui surfe un peu sur la vague qu'on a vu beaucoup autour des VR chats, c'est-à-dire toutes ces salles, non pas ici, pas en VR, mais toutes ces salles qui proposent tout simplement de se réunir entre joueurs, de passer du bon temps, d'écouter de la musique ensemble, d'avoir une vraie expérience sociale au sein du jeu, en dehors tout simplement des mécanismes habituels. C'est aussi intéressant d'étudier la plateforme Fortnite, puisque le rappeur Travis Scott a fait son premier concert virtuel qui a été suivi sur la plateforme, et il a été suivi par plus de 12 millions de personnes, ce qui est énorme. Donc, globalement, de nombreux événements prévus pendant le confinement se sont digitalisés. Comme les rassemblements sont toujours interdits, en fait, le phénomène continue de perdurer. Et d'autres événements ont totalement été créés de toutes pièces pendant le confinement. On peut par exemple citer le festival Récréation pour les 3-11 ans qui a été organisé le samedi 30 mai sur la plateforme Bayam. Donc, c'est un festival créatif et culturel organisé conjointement par les éditions Bayard et Milan. Donc, on voit donc que toutes les possibilités pour le secteur de l'entertainment de demain. Et en fait, la localisation et la mobilité ne sont plus des freins pour l'organisation d'événements. Et c'est toute une activité qui est en train de se réinventer.
Tout à fait. Et si on continue sur cette digitalisation des contenus, on ne peut pas parler, on peut pas ne pas parler plutôt du cinéma, ou en tout cas de l'industrie cinématographique qui a fortement pâti du confinement, puisque toutes les salles de cinéma ont fermé, mais les tournages de cinéma et de séries, en tout cas de tout contenu audiovisuel, ont été stoppés également. En France, la majorité des sorties de films ont été décalées pour cette raison au cinéma. Mais on a des films, comme vous le voyez ici, comme Pinocchio ou Forte, qui sont quand même sortis sur Amazon Prime Video, qui ont donc profité de ces plateformes de streaming pour pouvoir quand même toucher leur public. Et il faut savoir que le CNC a réagi et a un petit peu modifié ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'on attendait auparavant 4 mois réglementaires avant de pouvoir proposer son film à la sortie en tout cas sur une plateforme de streaming payante à la sortie des salles de cinéma. Et ici, en fait, on le voit, le CNC a su régler un petit peu au cas par cas ce type de problème pour permettre aux acteurs du cinéma de continuer à avoir une certaine visibilité et de toucher leurs spectateurs. Aux États-Unis, par contre, de nombreux producteurs ont fait le choix de tout simplement annuler les sorties cinéma pour les lancer directement sur les plateformes de streaming. Par exemple, ici, l'exemple d'Universal qui a lancé les Trolls 2 en location sur Apple TV. Et d'après le Wall Street Journal, le film a récolté quand même 95 millions de dollars de recettes en 3 semaines après avoir été loué par 5 millions de clients en Amérique du Nord. Donc, le journal cite également une source proche du dossier qui affirme que cette performance a convaincu les dirigeants d'Universal que les sorties en version numérique peuvent être une stratégie gagnante. Donc cela remet complètement en cause tout le circuit de distribution des films en Amérique. Et Universal a déjà prévenu que désormais il sortirait les films dans les 2 formats en simultané, cinéma et plateforme de streaming, ce qui n'est pas au goût des gestionnaires de salles de cinéma. D'ailleurs, pendant le confinement, les plateformes de streaming en ont largement profité. Déjà plébiscitées avant, elles ont vu leur audience s'accroître considérablement pendant. Et si on regarde le nombre d'utilisateurs de vidéos à la demande sur abonnement, donc Netflix, Disney, Amazon Prime Video, etc. en France, on remarque qu'il a largement augmenté avec le confinement. Il a atteint son pic durant la première quinzaine d'avril avec le lancement de Disney+, donc on en parlera un peu plus tard, mais qui a été lancé le 7 avril. Et avec le déconfinement, les utilisateurs sont toujours aussi présents. Et leur nombre reste largement supérieur aux valeurs enregistrées pré-confinement, avec 2 millions d'utilisateurs supplémentaires. Donc en fait, on voit que les utilisateurs ne se sont pas désabonnés au moment du déconfinement. Oui, et d'ailleurs, ça se ressent évidemment aussi sur la durée d'écoute, puisqu'elle a fortement augmenté avec le confinement, notamment sur les 15-24 ans. En moyenne, ils passent donc 18 minutes de plus quotidiennement sur les plateformes de streaming par abonnement par rapport à avant le confinement. Donc, c'est ce qui est en fait, c'est les chiffres qui sont confirmés par notre étude Famille confinée, puisque 55,7% des plus de 13 ans consommaient plus de vidéos à la demande qu'avant le confinement. Et pour 37,7% d'entre eux, ils indiquent qu'ils ont même consommé beaucoup plus qu'avant. Donc, on a une hausse significative de ce temps d'écoute qui est bien sûr liée complètement au fait de rester à la maison. D'ailleurs, toujours selon notre étude, 22,3% des familles ont introduit un nouveau service de vidéo à la demande et 69,5% d'entre elles se sont abonnées à Netflix. Si on regarde le top 4, 42,2% à Disney+, 26,3% à Amazon Prime. Et on arrive top 4, il y a Lumni qui a été utilisé par 22,8% des familles. Donc Florent Dumont nous en parlera un peu plus après, mais là c'était une plateforme de vidéo à la demande gratuite, éducative, mise en place par les services de l'audiovisuel public. Donc, pour savoir quelles plateformes de streaming avec abonnement payant sont plébiscitées par les jeunes, regardons maintenant plutôt les parts de consommation. Donc, on aperçoit facilement que Netflix est largement en tête de classement. La première semaine, c'était la plus regardée à 91,5%. Mais on voit aussi qu'elle perd des parts d'audience avec l'arrivée de Disney+ le 7 avril. Donc, si on s'attarde un petit peu sur Disney+, il a été lancé en novembre dernier aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas et il continue son déploiement à travers le monde. Initialement prévu le 24 mars en France avec d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, le lancement de Disney+ a vraiment devenu une affaire d'État en France, parce que plusieurs opérateurs de téléphonie française craignaient une nouvelle hausse de la consommation de vidéos en ligne et du coup la surcharge des lignes et des réseaux. Donc Disney+ a repoussé sa date de sortie au 7 avril.
Donc, quelques chiffres sur la plateforme. Donc, la plateforme Disney+, comme on le disait, a rencontré un succès fulgurant à travers le monde. Mais si elle reste loin derrière les 167 millions d'abonnés de Netflix, elle en comptabilise tout de même 54 millions depuis son lancement il y a 6 mois. Netflix, pour comparer un petit peu, Netflix avait mis 7 ans pour atteindre son nombre de souscriptions. Et en France, le jour de son lancement, l'application a été téléchargée 1,8 million de fois. Et avec son lancement en Europe et en Inde pendant le confinement, la firme a enregistré 16,5 millions de nouveaux abonnés en 10 jours seulement entre la fin du mois de mars et le début avril. Donc, il faut quand même rester un petit peu prudent sur ce chiffre parce qu'avec Disney+, il y a une période d'essai d'1 semaine. Donc, il va falloir voir si les gens restent dans les semaines à venir. Mais en tout cas, on voit qu'elle n'aura aucun mal à remplir les objectifs qu'elle s'était fixés à 5 ans, de conquérir entre 60 et 90 millions d'utilisateurs, sachant qu'elle est déjà à 54. Donc en fait, le succès de Disney+ s'explique par sa communication. Il y avait un plan de communication colossal, il y avait un catalogue aussi très fourni dès le lancement de la plateforme, mais c'est également grâce au confinement. Le streaming en général a largement le streaming en général s'est largement démocratisé depuis de nombreuses années et grâce au confinement, en fait, toutes les plateformes ont vu leur nombre d'utilisateurs augmenter. Par exemple, pendant le confinement, Netflix a gagné 15,8 millions de nouveaux abonnés à travers le monde. Donc, on va passer à présent à une seconde partie qui va porter plutôt sur l'écran pédagogique. Alors, c'est une partie sur laquelle on va passer rapidement, plutôt rapidement en tout cas. On va juste rappeler ce qui a été dit la semaine dernière, puisqu'en fait, tout simplement, l'éducation lors de ce confinement a été très, très largement investie par les écrans. Donc, puisqu'on suivait ces cours sur tablette et sur PC, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, on a eu, je le rappelle, de très nombreuses initiatives des acteurs de l'EdTech qui ont mis en ligne, qui ont mis à disposition, en tout cas, des familles et des enseignants leurs outils, avec des classes virtuelles, des plateformes collaboratives, des ressources pédagogiques en ligne, énormément de moyens, en fait, et d'outils différents qui ont pu aller toucher et répondre à différents besoins exprimés par les familles. Donc, ce segment des plateformes pédagogiques a très fortement intéressé les parents, puisque 46,5% d'entre eux, selon notre étude, ont introduit un nouveau site de ressources pédagogiques dans l'éducation à la maison de leurs enfants. On a donc des parents qui ont eu vraiment besoin de soutien et d'appui et qui ont su le trouver. On l'a vu également la semaine dernière. Finalement, ça s'est révélé très positif puisque beaucoup de parents ont pu, en tout cas, estiment avoir réussi à bien faire l'éducation à la maison. On a vu aussi des initiatives dans l'univers des jeux vidéo, on en parlait tout à l'heure. Ça ne s'est pas fait que sur le divertissement. On a eu beaucoup d'initiatives du côté du scolaire. On a eu par exemple Ubisoft et puis Microsoft qui ont lancé conjointement, donc d'un côté Minecraft avec l'Education Collection à l'intérieur de Minecraft et de l'autre côté Ubisoft donc qui a su profiter en fait de la notoriété de son jeu Assassin's Creed pour rendre public ses Discovery Tours sur l'Égypte ancienne et la Grèce. Donc, c'est des ressources qui étaient à la fois accessibles aux élèves, mais aussi aux enseignants et qui ont permis un petit peu de ludifier tout cet apprentissage à la maison et de passer par des biais un petit peu différents d'habitude. Puisque comme on est déjà sur l'écran, autant aller chercher finalement des manières d'enseigner un petit peu plus ludiques que celles dont on a l'habitude en classe. On a également eu sur France 4 donc, la Maison Lumni, donc France 4 qui a totalement réinventé sa grille de programme pour faire de la place à ce nouveau programme éducatif. Donc, c'était des cours assurés par des enseignants à la télévision. Donc, le matin était plutôt à destination des élèves de primaire et ça a rassemblé environ 1 million de personnes, soit 16% de part d'audience, ce qui est beaucoup. Et l'après-midi, pour les collégiens et les lycéens, on avait environ 500 000 spectateurs. Alors, je ne vous en parle pas beaucoup plus puisque Florent Dumont est notre invité et que je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Mais voilà, on a eu donc cet écran qui a su sortir un petit peu de sa zone de confort, c'est-à-dire de celle de pur divertissement pour aller investir un autre domaine dont on l'éloignait volontairement, c'est-à-dire celui de l'éducation finalement, et qui s'est révélé finalement être une vraie force de proposition dans ce domaine. Donc maintenant, enfin le troisième écran auquel nous allons nous intéresser maintenant, c'est l'écran social. Car comme on va le voir, les écrans nous ont permis de nous réunir en cette période particulière. Donc d'après notre étude, ce qui manquait le plus aux enfants pendant le confinement était de voir leurs amis pour 75,4% d'entre eux et de voir la famille pour 63,6% des enfants. De la même manière, ce qu'ils ont préféré à 78,4%,
c'était de passer plus de temps avec leurs parents. Donc en fait, on comprend bien que les interactions sociales sont primordiales pour leur épanouissement et que c'était un vrai besoin pour eux de maintenir ces liens-là. Avec le confinement, il est difficile de passer à côté du phénomène, évidemment, des apéros visio. Tout le monde en a parlé, peut-être que vous en avez fait personnellement. En tout cas, vous feriez partie des nombreuses familles qui ont introduit ce type de rendez-vous à la maison. En France, il faut savoir que 28,9% des familles que nous avons interrogées ont introduit un nouvel outil conversationnel en ligne de type Skype, House Party, Zoom, tous ces outils qui ont fait un petit peu le buzz pendant le confinement. Et 37% possédaient déjà des outils selon notre étude. On peut noter notamment l'initiative en tout cas de Gémeaux qui a su proposer un jeu sur ces plateformes de visioconférence pour apporter un petit peu de ludisme autour de tout ça et créer des moments de partage un petit peu plus fun en famille ou entre amis. D'ailleurs, tous les réseaux sociaux ont enregistré une hausse de leur fréquentation pendant le confinement. On prenait des nouvelles de la famille, des amis, on réalisait des challenges, on partageait notre quotidien, etc. Et le réseau social qui a connu la plus forte hausse d'inscriptions, c'est sans nul doute TikTok, qui, grâce au confinement, comptabilise désormais plus de 2 milliards d'abonnés à travers le monde. Donc, si avant le confinement, 70% des utilisateurs avaient moins de 25 ans, le confinement a permis en fait, à de nombreuses personnes de tester l'application et de se prendre au jeu. De nombreuses célébrités et créateurs de contenu comme des youtubeurs se sont lancés pour toucher une audience plus jeune sur ce réseau-là plutôt que sur ceux qu'ils utilisaient habituellement. Et la principale caractéristique de ce réseau est qu'on s'y affiche sans filtre, contrairement à Instagram où on fait vraiment attention à l'image de soi et où l'image de soi est vraiment très, très importante. Et donc, pendant le confinement, cette tendance du no shame est encore plus présente. Aucune honte à partager les tentatives de chorégraphie dans le salon, par exemple, ou comme là, sur la vidéo de Jean-Luc Reichmann, où il testait sa Google Home, les fameuses blagues de la Google Home. Donc, en fait, les écrans ont donc permis de maintenir le lien avec l'extérieur, mais ils ont également renforcé les liens au sein des foyers. Et de nombreuses familles les ont utilisés pour réaliser des activités en famille, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Oui, dans ces activités en famille, justement, on peut citer le sport. Le sport qui a en tout cas beaucoup animé le quotidien de certains confinés. D'après notre étude, en tout cas, 18,3% des Français ont introduit une nouvelle application, un nouveau site de sport dans leur quotidien pendant le confinement. Ce sont des chiffres qui sont très intéressants puisqu'on a vu un petit peu tous les réseaux sociaux s'armer autour de ce sport. On a eu beaucoup de coachs sportifs qui se sont mis à faire des cours en live, des sorties d'applications, beaucoup de téléchargements autour du sport. Et en fait, ce sport qui était auparavant plutôt réalisé de manière individuelle a beaucoup réuni les familles, confinement oblige, c'est-à-dire que les parents se sont retrouvés à faire beaucoup de sport avec leurs enfants. Finalement, une séance de sport est devenue un moment ludique et de rassemblement en famille, et c'est ça qui a été vraiment intéressant autour de ça. On a aussi donc ces chaînes de télévision, je vous le disais tout à l'heure, qui ont modifié leur programme pour faire la place à de nouvelles choses. Donc, on parlait tout à l'heure de l'éducation, évidemment, mais on peut aussi noter en fait tous ces programmes qui sont venus un petit peu rapporter des moments en famille. Je pense notamment à Tous en cuisine de Cyril Lignac, qui comptabilisait en moyenne 2,3 millions de téléspectateurs chaque soir et qui proposait donc aux familles de faire la cuisine ensemble. C'était quelque chose qui finalement correspondait complètement à la demande puisqu'on l'avait vu sur notre webinaire sur l'alimentation. On a eu beaucoup de familles qui se sont regroupées autour de faire à manger ensemble. Et là, c'était un programme qui venait complètement répondre à cette demande et à cette envie. On a eu aussi un retour un petit peu finalement du film du soir. C'est-à-dire qu'on a eu des programmations comme Baby Boss qui a été diffusé sur TF1 le dimanche 12 avril au soir et qui avait fait une très grosse part d'audience ce jour-là. On a aussi eu toutes les rediffusions des Harry Potter et on est revenu un petit peu de cette tendance qu'avaient les familles à chacun son écran, chacun regarde son programme, avec des films qui rassemblaient le soir et qui ont su réunir finalement la famille, comme c'était le cas il y a plusieurs années, autour d'un programme unique diffusé à une heure fixe. D'ailleurs, comme on le voit dans le schéma suivant, les typologies de programmes qui ont le plus progressé pendant le confinement sont dans l'ordre les programmes jeunesse, la fiction et le divertissement. Les programmes de connaissances, culture et les informations ont connu une légère baisse après la forte hausse de la première semaine. Donc, on comprend que les chaînes proposant des programmes familiaux et divertissants ont pu tirer leur épingle du jeu. Ça n'a pas été profitable pour toutes les chaînes, notamment celles spécialisées jeunesse comme Gulli, qui ont connu une légère baisse d'audience du fait de la concurrence très rude pendant le confinement.
Donc en fait, on peut dire que les écrans ont vraiment permis de garder le lien pendant le confinement et notamment un lien intergénérationnel. On a vu aussi de nombreuses initiatives dans les maisons de retraite avec les tablettes pour faire de la visio avec les grands-parents. Voilà. Par contre, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette surconsommation des écrans va perdurer après le confinement, surtout sur les plus jeunes qui ont pris cette habitude-là pendant plusieurs mois. Et ce qu'il faut surtout faire attention, finalement, c'est plutôt à l'usage qu'on fait de ces écrans. Il faut que l'écran reste à sa place d'outil et qu'il permette des échanges, des discussions, de l'apprentissage. En fait, il n'y a pas vraiment de problème à surconsommer les écrans. Enfin, si, il y a un problème à surconsommer les écrans, mais il faut vraiment faire attention à la manière dont on les utilise. Et on a vraiment le sentiment qu'on est en train de passer d'un écran individuel, justement, comme le disait Manon, à un écran familial où on se retrouve autour. Oui. D'ailleurs, un dernier petit chiffre, je l'avais oublié, excusez-moi. C'est la résolution des parents après le confinement, justement, sur la question de la surconsommation des écrans. 48,4% des parents souhaiteraient proposer moins d'écrans à leurs enfants après le confinement. Et par contre, il y a quand même un tiers des parents qui sont tout de même assez réalistes en disant « oui, j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire réellement ». Donc voilà, les parents sont quand même assez réalistes sur la suite de l'aventure. Alors, c'est à moi. Oui, alors, c'est que Rénal, ton micro, il est… Non? Voilà, c'est Oui. bon. C'est bon. Merci Lorraine, merci Manon. Alors avant de passer aux questions, nous allons écouter donc notre premier témoignage, Florent Dumont. Encore merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes donc directeur de la stratégie de la Direction générale des antennes et des programmes de France Télévisions, qui regroupe donc l'ensemble des chaînes publiques du PAF, parmi lesquelles France 4, dont on a parlé, qui a fait beaucoup parler durant ce confinement, qui, on le sait, a été très utile aussi pour les enfants et les familles dans le cadre de la continuité pédagogique. Alors, on a quelques questions. D'abord, est-ce que vous avez des réactions sur ce que vous avez entendu? Ensuite, est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer sur l'impact de cette crise sur le média qu'est la télévision, en particulier évidemment sur les chaînes de France Télévisions? Et puis, pour terminer, quels sont les enseignements finalement que vous tirez de cette période de confinement? Est-ce qu'il y aura là aussi un avant et un après sur le média qu'est la télévision? Ok, très bien. Merci beaucoup pour votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci aux équipes de Nova Child pour cette proposition de témoignage. Merci aussi pour cette étude très riche, voilà, dans laquelle effectivement j'ai retrouvé beaucoup d'éléments sur cette explosion tous azimuts des consommations en fait sur les écrans, sur la télévision, sur les écrans internet, les plateformes de SVOD, le jeu vidéo. Et c'est vrai qu'on a un peu du jour au lendemain vu cette consommation et ces attentes très fortes du public évoluer. Et puis, on a dû s'adapter en temps réel parce que, comme vous tous, on s'est retrouvés dans des configurations de travail très, très différentes pour faire évoluer nos grilles très rapidement, pour prendre en compte ce public disponible, pour prendre en compte ses attentes. Donc, je peux vous raconter un petit peu comment on a travaillé. J'aime beaucoup l'axe dont vous parlez, les trois axes divertissement, pédagogique et social, puisque finalement, c'est vraiment autour de ça que l'on a réfléchi. Le premier point, ça a d'abord quand même été le besoin d'information. On le voit dans une des toutes dernières slides que vous présentiez. On voit que sur les premières semaines, c'est quand même l'information qui a pris un poids majeur dans la consommation TV. Une grande partie de l'afflux du public, en fait, il était lié à ce besoin d'information. Et donc, c'est vrai qu'on a étendu nos journaux nationaux. On a le 20h a duré 1 heure au lieu de 40 minutes habituellement. Nos magazines de décryptage. Et puis, on a beaucoup joué aussi la carte de l'interactivité et de la proximité avec nos publics à travers le hashtag « On vous répond ». Alors après, ça a été développé sur beaucoup d'antennes, mais l'idée, c'était en fait de dire posez-nous les questions auxquelles vous voulez qu'on essaye de répondre, parce que vous avez finalement beaucoup de problématiques très, très quotidiennes sur lesquelles on peut peut-être apporter un éclairage pour comprendre la situation, la décrypter et puis comprendre comment se positionner par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et sur le public spécialement des enfants, on a développé un petit format qui s'appelle Allo Oku. Oku, c'est notre plateforme jeunesse, plus sur la partie divertissante, dont je parlerai après. Mais on a développé un programme qui s'appelle Allo Oku et qui est vraiment cette idée de répondre aux questions des enfants. Donc, si vous jetez un œil à ce programme, ce
sont des enfants qui posent des questions, mais très simples et très à leur hauteur, je dirais, pour comprendre un peu ce qui se passe et comment réagir. Est-ce que je pourrais aller faire une bise à ma grand-mère? Est-ce que j'ai le droit de faire ci, faire ça? Et on a même eu l'intervention de 2 ministres dans cette émission, puisqu'il y a Olivier Véran, donc, ministre de la Santé, puis Jean-Michel Blanquer, de l'Éducation nationale, qui ont répondu eux-mêmes dans des formats spéciaux aux questions des enfants. Et ces formats ont d'ailleurs été diffusés sur France 4. Voilà. Donc il y a eu d'abord cette première dimension de comment on comprend nous-mêmes et comment on subit en tant que citoyen ce qui est en train de se passer et comment on le raconte aux Français. Le deuxième point, et ça d'ailleurs avec un travail assez remarquable de la direction de l'information de France Télévisions, puisqu'elle-même elle travaillait dans des conditions aussi extrêmement compliquées pour ne serait-ce que réaliser des JT, tourner des reportages, etc. Le deuxième point qui est arrivé très vite, donc ça, là, on est semaine du 16 mars, voilà, on se met en ordre de marche, on découvre ces outils de visioconférence pour travailler, pour réfléchir. Celui qui arrive très, très vite, c'est celui de la continuité pédagogique dont vous parliez, où là, on voit donc les écoles vont être fermées durablement, et voilà, et on dit il faut qu'on prenne le relais, on est un service public et on doit prendre un relais d'une façon ou d'une autre. Alors, il se trouve qu'on avait lancé l'hiver dernier, en novembre, la plateforme qui s'appelle Lumi, dont vous avez parlé pendant la restitution de votre étude. Et cette plateforme, donc, elle avait été lancée avec nos partenaires de l'audiovisuel public, notamment avec l'INA ou Radio France, pour répondre aux besoins des élèves et des professeurs d'avoir du contenu audiovisuel pour alimenter les cours sur tel ou tel sujet du programme scolaire, histoire, sciences, géographie, à partir en fait d'émissions de France Télévisions ou d'Arte ou de Radio France, ou avec des modules spécifiquement conçus pour cette plateforme. Et puis c'est vrai que cette plateforme, donc, on l'a lancée en novembre dernier, je vous le disais, elle a commencé à s'installer, mais évidemment, par rapport à la puissance de nos chaînes linéaires, voilà, elle était encore petite, on va dire, dans l'écosystème de France Télévisions. Et cette plateforme, elle a évidemment décollé avec le confinement, puisque dès la première semaine du confinement, on a vu le trafic et la consommation vidéo sur la plateforme exploser. Donc voilà, on a vu qu'il y avait un vrai enjeu. Et donc là, on s'est dit, il faut aussi qu'on utilise nos antennes linéaires pour assurer cette continuité pédagogique. Et c'est là qu'on a développé des formats autour de la marque Lumi. Donc on a d'abord eu une émission d'accueil qui s'appelle La Maison Lumi, qui est plus une émission ludo-éducative, je dirais, présentée par Alex Good, avec des professeurs, qui va traiter de sujets encore d'histoire, de sciences, de français, de mathématiques, de sport, et qui est diffusé sur France 2, qui a aussi été diffusé sur France 5 et sur France 4. Et puis au-delà de ça, sans doute ce qui a fait le plus réagir et le plus susciter de curiosité, ce sont les cours Lumi avec ces professeurs, donc des vrais professeurs de l'éducation nationale, hein, pas du tout des gens habitués à faire de la télé, qui sur un projet réfléchi le mardi 17, je ne dis pas de bêtises, mercredi 18, tourner le vendredi à l'antenne le lundi qui suit. Donc en termes de réactivité par rapport au temps habituel de la télé, c'est incroyable. Et donc avec ces professeurs qui donnent des cours de français, de mathématiques pour les différents niveaux. Et effectivement, le premier jour, on a tous sans doute été subjugués par les audiences qu'on a obtenues le mardi matin. C'est ce que vous disiez, le premier cours de primaire, c'était 1 million de téléspectateurs, 16% de part d'audience. Il faut savoir que le niveau habituel de France 4, c'est plutôt 1%, 1,5% de part d'audience. On était à 16% avec ce programme. 1 million de téléspectateurs à 9h du matin, dont la moitié d'enfants. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, il y a vraiment un enjeu spectaculaire. Et puis, donc on a fait cette première proposition très vite, et puis on l'a améliorée. Je ne sais pas, alors si certains des auditeurs de ce webinaire ont eux-mêmes jeté un œil, ou peut-être des enfants qui ont utilisé ces cours. En fait, on a eu des retours téléspectateurs, des retours du public. Ils nous ont dit, voilà, la démarche, elle est vraiment hyper intéressante. Mais en fait, on avait fait quelques heures de cours. On regroupait CP et CE1. On n'avait pas tous les niveaux. Et en fait, les retours, c'était, oui, mais la partie CP et CE1, en fait, mon enfant qui est en CP, quand on passe à la partie CE1, il est largué. Et en face, on avait quelqu'un qui me disait, mon enfant qui est en CE1, sur la partie CP, il s'ennuie un petit peu. Donc, en fait, si vous voulez aller au bout de l'exercice, il faut vraiment faire des cours par niveau. Et puis, pourquoi il n'y a rien pour les CE2 et CM1, etc. Voilà. Et donc, on s'est dit, OK, on va aller au bout de l'exercice. Et on a en fait affiné notre grille pour avoir des heures de cours pour chaque niveau. Et donc, on démarre aujourd'hui à 9h avec les cours pour les CP.
Là, on a un cours d'1 heure. Et ensuite, à partir de 10 heures, on a une demi-heure pour chaque niveau, CE1, CE2, CM1, CM2, le matin. Et puis l'après-midi, idem pour le collège, donc 6e, 5e, 4e, 3e, et puis quelque chose pour une offre pour le lycée. Ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est une offre qui est quand même beaucoup plus puissante pour les plus petits que pour les plus grands. On voit bien que sur les collégiens et a fortiori sur les lycéens, déjà peut-être qu'ils ont moins de rendez-vous avec France 4, qui est une chaîne vraiment jeunesse, donc ils sont un peu grands pour avoir un lien avec cette chaîne. Et puis, ils sont sans doute beaucoup plus autonomes de leur apprentissage, donc ils ont moins besoin de ce côté linéaire scolaire. Mais sur les CP, les CE1, les CE2, ou sur les 6e et 5e en entrée de collège, on continue à avoir des audiences vraiment intéressantes. Et d'ailleurs, on prolonge, ce que vous disiez, c'est que les enfants sont rentrés, mais très progressivement et plutôt 2 jours par semaine. Et donc, même s'il y a moins d'enfants disponibles, et donc forcément les audiences se sont un petit peu tassées, on maintient cette proposition jusqu'au début juillet, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et cet été, sur France 4, il y aura aussi des révisions, des cahiers de vacances sous forme de jeux, voilà, des choses un peu plus ludiques, mais pour continuer à accompagner effectivement les professeurs et les parents dans cette dimension scolaire. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que chaque jour, en avril, ce sont 1 million d'enfants qui ont été en contact avec certains des cours. C'est vrai que regarder l'audience d'un cours en particulier, on s'adresse à un public resserré, on s'adresse vraiment à une tranche d'âge spécifique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir combien d'enfants on a touché au global et est-ce qu'ils ont apprécié ces cours. Et donc, 1 million d'enfants chaque jour en avril autour de ces propositions-là. Et puis, on a mis en place une dictée aussi qui a eu un énorme écho avec Édouard Baird qui a lu un texte de Joseph Kessel, un extrait du Lion. Et on a réuni 1,8 million de téléspectateurs avec ce programme aussi. On avait fait la dictée l'année dernière et on a vu 4 ou 5 fois moins de téléspectateurs. Donc, on voit bien que dans ce contexte-là, cette dictée-là, elle a eu un écho majeur. Et puis, on a développé ce qu'on appelle l'offre ludo-éducative aussi, c'est-à-dire un peu moins scolaire, mais plus apprendre en s'amusant. Le retour d'un magazine comme C'est pas sorcier, qui est un magazine culte, notamment pour les parents qui ont grandi et qui ont aujourd'hui des enfants. On a relancé donc ce programme qui s'appelle aujourd'hui C'est toujours pas sorcier, qui est avec des nouveaux animateurs plus jeunes, un youtubeur scientifique, etc. Et cette émission aussi, elle avait été lancée en décembre. Et c'est vrai qu'avec le confinement et sa diffusion sur France 4, elle a aussi beaucoup décollé en audience et en perception, et puis des cours d'initiation à l'anglais, des petits formats avec de l'animation. Peppa Pig, célèbre personnage, parle anglais, donc on a proposé sur la plateforme les cours, les programmes originaux de Peppa Pig en anglais. Voilà. Donc on a quand même essayé de développer cette partie-là. Et puis le troisième point, avant de répondre à votre question sur ce qu'on peut imaginer pour la suite, le troisième point, c'est vraiment la partie divertissante et la partie écoute conjointe, que vous avez très bien mentionné. C'est-à-dire qu'il y a eu un retour de la consommation à plusieurs devant l'écran de télévision. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans un moment où finalement les familles étaient réunies en journée, en soirée, avec des enfants devant la télé le soir aussi, ce qui n'était pas forcément le cas habituellement quand il y a école le lendemain, c'est beaucoup d'évidence. Et du coup, on a fait évoluer notre offre pour répondre à ce besoin-là. Donc, vous parliez de cinéma. Alors, c'est vrai que notamment TF1 a fait des très gros coups avec les Harry Potter ou certains films. Nous, on a proposé plutôt des offres en journée. Il y a une nouveauté, c'était du cinéma l'après-midi, et notamment l'après-midi week-end. Et on était sur une offre qui a été 100% française, c'est une différence du service public, avec beaucoup de films du patrimoine cinématographique. Alors, vous avez peut-être vu beaucoup de sujets sur De Funès pendant ce confinement. Ça a été un vrai sujet de partage intergénérationnel où les parents ont fait découvrir La Grande Vadrouille, L'aile ou la cuisse, voilà, mais aussi d'autres films. Voilà, on a programmé des films comme Jean de Florette, Le Bossu. Voilà, on a proposé des programmes très différents. C'est vrai que De Funès, ça reste, voilà, pour tous les enfants d'il y a 40 ans ou d'aujourd'hui, ça reste vraiment une star. C'est très impressionnant. Voilà, on a essayé de proposer du théâtre. Plus compliqué de réunir les familles devant du théâtre, mais on a proposé du théâtre en première partie de soirée sur France 5, de Feydeau à Shakespeare. Et l'idée, c'était vraiment de dire les salles de cinéma, les salles de théâtre sont fermées. Et donc, pendant ce temps-là, on va prendre le relais aussi pour vous proposer du divertissement, du cinéma, des pièces de théâtre. Et puis, on a lancé quelques fictions. Peut-être pour la partie un peu plus haute de la cible, on n'est pas forcément sur exactement les 4-14, mais on a lancé sur les 11-14 une série qui s'appelle Askip, qui est vraiment une série pour les collégiens, qui est diffusée sur France 4 et sur le site Oku, et qui met à l'écran des gens de leur âge, en fait, des collégiens, avec toutes leurs questions autour du harcèlement,
suppose des ados aujourd'hui. Et puis pour des jeunes un peu plus grands, la série Scam, voilà, qui est déjà un succès, qui a eu une nouvelle saison proposée pendant le confinement, qui a très très bien marché, et dont les acteurs d'ailleurs ont proposé un petit format qui s'appelle La Confinerie, qui est disponible sur notre plateforme France.tv aussi, qui était filmé comme on se filme aujourd'hui, voilà, via de la vidéo pour raconter un peu leur quotidien. Voilà. Et puis le dernier point, c'est les cours de sport. Vous en parliez aussi. On s'est dit, on voit bien qu'on est tous beaucoup sur des chaises toute la journée. Il y a besoin un peu à la fois se défouler et puis faire améliorer sa condition physique. Et donc, on a aussi proposé des cours, un cours qui s'appelle Rester en forme, voilà, avec deux animateurs, voilà, Lucie Woodward, notamment, qui est vraiment bien référencée sur les réseaux sociaux, sur les cours de sport. Et en fait, ça aussi, ça a très, très bien fonctionné. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces programmes qui ont très, très bien fonctionné au moment du confinement, maintenant qu'on en sort, voilà, on voit bien qu'on en a un peu moins besoin, peut-être un peu moins envie, parce qu'ils correspondent vraiment à un moment aussi qu'on a tous vécu. Vous citiez Tous en cuisine sur M6, ça a été un énorme carton. Vraiment une très, très bonne idée de M6. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où on est revenu dans des choses un peu plus normales, les audiences se tassent un petit peu aussi. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu une période avec des besoins très, très spécifiques. On a essayé de les remplir. Nous, France Télévisions, on n'est pas les seuls. Vous avez cité les exemples de la concurrence. Et en tout cas, on a montré que le média TV était encore très puissant et pouvait répondre aux enjeux et aux questions du public. Maintenant, pour terminer, avant vos questions, qu'est-ce qui va en rester? Évidemment, c'est le plus difficile. Ce que l'on voit en tout cas, c'est que même depuis le début des confinements, vous l'avez cité dans les chiffres, l'audience reste plutôt supérieure à ce qu'elle était avant le confinement. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque étape, il y a eu le 11 mai, il y a eu la semaine dernière la réouverture des bars, des restaurants. On se dit ça va quand même se tasser parce que voilà. Et en fait, elle reste encore élevée, notamment en première partie de soirée, plus élevée que ce qu'elle était avant. Donc à voir si ça va être durable ou pas. Voilà. Les week-ends, il y a un petit effet météo. C'est vrai que les week-ends où il fait beau, on voit bien que le public sort un peu, mais dès qu'il refait un peu moins beau ou en soirée, même indépendamment de la météo, il y a plus de monde qu'avant devant la télévision. Donc ça, c'est intéressant à voir. Et puis maintenant, il va falloir voir un peu Nous, on a appris pendant ce moment-là la réactivité, c'est-à-dire que faire évoluer des grilles, comme je vous le disais, d'une semaine sur l'autre, répondre aux besoins, taper plutôt juste par rapport aux besoins du public. C'est assez nouveau. D'habitude, on est sur des réflexions à 3 mois, à 6 mois. Alors, on a vraiment appris une façon différente de travailler, très intéressante pour nous. Il y a vraiment la notion d'utilité dans ce qu'on a voulu proposer autour de l'information, de la continuité pédagogique et même du divertissement aussi. C'était vraiment être utile. Et puis, pour essayer de comprendre un peu ce que le public attend de nous, on va lancer une grande consultation à la rentrée. En septembre, on avait déjà fait il y a 1 an et demi une consultation citoyenne qui s'appelait Ma télé demain, ma radio demain. Nous étions associés à nos collègues de Radio France à l'époque. Et là, on refait ça avec Radio France et puis avec l'INA, France Média Monde et TV5 Monde, donc l'audiovisuel public rassemblé, pour interroger les Français. Donc, on sera 2 ans après cette première enquête Ma télé demain, ma radio demain. Et c'est vraiment les interroger sur, maintenant que vous avez traversé cette crise, ou en tout cas qu'on a traversé la partie de la crise sanitaire, mais qu'il y a devant nous la crise économique, la crise sociale, malheureusement, que l'on voit bien venir, eh bien, qu'est-ce que vous attendez de nous, services audiovisuels publics, pour vous accompagner et encore une fois, pour vous être utile autour de ces grandes notions, finalement, retour aux fondamentaux de ce qu'est l'audiovisuel public depuis toujours, informer, éduquer, divertir. Finalement, on ne réinvente rien, mais on réactualise un peu ses besoins avec des propositions qu'on essaye de faire le plus adapté au contexte. Voilà, spontanément, ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, j'y réponds avec grand plaisir. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pose la question donc au public, oui. a priori. Alors, une question, effectivement. On parlait tout à l'heure de Disney qui avait mis en place donc, un énorme plan de communication. Évidemment, c'est un acteur américain qui a des moyens très, très illimités. Mais comment est-ce que vous, France 4, avez communiqué sur donc toute cette nouvelle offre pédagogique finalement que vous avez mis en place? Comment est-ce que vous avez été chercher les familles pour leur dire que finalement les grilles de programme avaient évolué et pouvaient s'adapter à ces besoins pédagogiques? Très bien. Il y a au moins 3 aspects. Déjà, on a utilisé la puissance de la télé à ce moment-là et notamment de nos autres chaînes pour beaucoup faire d'autopromotion croisée pour ces programmes. Donc,
une bande-annonce sur France 2 juste avant ou après le journal de 20h de France 2, vous touchiez déjà 5 millions, 6 millions, 7 millions de personnes à ce moment-là. C'est déjà extrêmement puissant. On a aussi utilisé beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup de communication un peu de presse, aussi beaucoup de reprises par les journalistes de ce qui se passait. Et puis on a eu pas mal de relais aussi du corps professoral. Enfin, on a eu beaucoup de retours de profs qui conseillaient ces cours Lumni ou la plateforme Lumni à leurs élèves comme un des dispositifs aussi pour eux-mêmes continuer à assurer cette continuité pédagogique. Voilà, donc c'est tout un écosystème. Et c'est vrai qu'en 3 jours, encore une fois, par rapport à d'habitude, la réflexion sur les plans marketing très en amont, etc. Voilà, moi, je vous mentirais si je vous disais que je m'attendais à des audiences aussi élevées le premier matin et qu'on aurait un impact dès le premier jour aussi fort. Il y a vraiment eu, en tout cas, une adéquation entre sans doute ce que le public attendait et ce qu'on a pu proposer à ce moment-là. D'accord, super. Une autre question, vous parliez tout à l'heure donc de la cible des collégiens lycéens qui était un petit peu plus difficile à saisir autour de ces programmes pédagogiques. Est-ce que sur la suite, donc envisager un petit peu de ces programmes qui vont à nouveau changer avec le déconfinement et le retour à l'école, en tout cas en septembre, comment est-ce que vous envisagez sur la suite de soit capter plus ces publics, soit finalement de les abandonner pour vous concentrer? Quel est finalement le choix que vous allez faire sur ce public? Alors, abandonner jamais. Parce que D'accord. nous, en tant que service public, on a vraiment un mot qui nous est très important. Je vous ai parlé, il y a 2 mots. Il y a utilité, je vous l'ai dit, et l'autre, c'est vraiment universalité. C'est de faire en sorte de s'adresser à tous. On ne peut pas choisir, un groupe privé peut choisir sa cible, et puis tant pis s'il abandonne les autres. Nous, on a vraiment le devoir d'essayer, en tout cas, de toucher tous les publics. Donc, aussi bien les enfants, les préscolaires, les primaires, les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes, les publics plus âgés aussi, parce que quand on dit ça souvent, on dit on va intéresser aux publics les plus jeunes et tant pis pour les publics les plus âgés. Et nous, on fait une fierté de s'adresser aussi beaucoup et bien aux publics plus âgés, parce que le lien social, notamment pour les personnes plus dépendantes, parfois seules, la télé, elle joue encore un rôle colossal. Donc voilà, tout petit aparté. Donc, ne pas abandonner. Maintenant, très clairement, allez, on va dire que les 13, 18, 13, 20 ans, ce sont les plus compliqués à toucher pour nous. Pour toutes les raisons que vous avez montrées avant, hein, c'est eux qui sont le plus YouTube, jeux vidéo, Netflix, etc. Et même quand ils sont devant la télé, ils sont plus TF1, M6 ou C8 que France Télévisions, avec tout ce que le service public peut avoir un peu d'image sérieuse, institutionnelle et pas forcément adaptée à ces publics. Et donc, nous, ce que l'on veut vraiment, c'est proposer des contenus pour tous. Donc, il y a cette plateforme qui s'appelle Slash, qui est vraiment à destination des 15-30 ans, sur lesquelles on propose ces fictions dont je vous parlais de Scam, des séries comme Mental, comme Stalk, qui est sur les dérives un peu aussi des écrans, justement, et de tout ce qu'on peut faire de moins bien avec ces écrans. On a aussi des contenus plus sous le fond. La question des documentaires. On vient de sortir un documentaire sur la grossophobie chez les jeunes. Voilà, donc l'idée de parler. Alors là, sur la partie 18-25, 18-30, on peut y arriver. On resserre. Les plus compliqués maintenant, ça va être à partir de la 4e et jusqu'au lycée. C'est sûr que c'est le plus difficile. Mais on réfléchit toujours à trouver les meilleures propositions pour leur parler. Ça, c'est vraiment la cible la plus complexe pour nous, pour la télé en général et peut-être pour nous en particulier. D'accord. Et une dernière question. Oui, on a beaucoup parlé donc de la continuité pédagogique qui sera assurée pendant les vacances pour combler un petit peu les manques qui ont été apportés par le confinement. Le gouvernement a notamment parlé de colonies apprenantes. Comment est-ce que vous, France 4, vous comptez ou non vous investir dans cette continuité pédagogique sur le créneau des vacances? Donc, on va continuer avec les dispositifs autour de la maison Lumni. Donc, on ne sera plus forcément sur les cours aussi qui correspondent vraiment à une période scolaire, voilà, qui seront toujours disponibles sur la plateforme Lumni à la demande, mais qu'on imagine assez mal pendant les vacances d'été, voilà, et donc d'être plus sur quelque chose de plus ludo-éducatif. Tous les enjeux, en fait, pour parler aux enfants, il y a la dimension vraiment éducative, la dimension vraiment ludique, et tout l'entre-deux qui est le ludo-éducatif, auquel on croit beaucoup. Un magazine, c'est toujours pas sorcier, que je vous citais. Voilà, on apprend énormément de choses tout en passant un vrai bon moment de plaisir télé. Et donc là, il faut qu'on continue autour de ça. Et
donc, il y a notamment ce sujet de cahier de vacances dont je vous parlais, donc, qui sont en train d'être encore en cours d'élaboration. Hein. Vous imaginez aussi les conditions dans lesquelles on travaille. Donc je ne peux pas forcément vous en parler bien plus dans le détail parce qu'on est encore en train d'y réfléchir. Mais voilà, de continuer à assurer un relais de l'éducation nationale et puis une aide aux parents, mais dans une forme plus ludique, plus estivale. C'est vraiment comme les cahiers de vacances que l'on connaît et qui ne sont pas les manuels scolaires habituels. Il y a le cahier de vacances, mais là, c'est le petit pas de côté en télé que l'on va essayer de faire cet été. Et puis après, à voir au-delà aussi, parce que là où il y aura un après, c'est sur cette dimension éducative et ludo-éducative du service public. Je pense qu'il y a des choses qui vont rester même en septembre, quand, espérons-le, les choses seront redevenues beaucoup plus normales à l'école. D'accord. Très bien. Pas d'autres questions? Non. Non. Alors, moi, je vais en profiter un petit peu. On propose en fait tous les 6 ans un événement qui s'appelle Prospect Kid et qui permet en tout cas à nos adhérents de se projeter dans le futur, dans le quotidien futur de l'enfant et de sa famille. On devait le proposer, cet événement à la fin de l'année, et puis finalement avec le confinement, on a préféré le repousser au premier semestre 2021. Si on se projette un petit peu plus loin, je dirais dans 5-10 ans, à quoi elle ressemblera la télévision de l'enfant, en tout cas les chaînes publiques pour l'enfant et la famille en général? Alors, c'est difficile parce qu'on a encore un certain nombre d'inconnus, notamment sur est-ce que dans 3 mois, France 4 existera encore en linéaire ou pas. Je ne sais pas le répondre aujourd'hui puisqu'on attend des décisions du gouvernement à ce sujet. Donc, à 5 ou 10 ans, imaginez. Non, ce qui est sûr, en tout cas, je ne sais pas vous dire quelles chaînes existeront et sous quel format. Ce qui est très, très sûr, c'est qu'il y aura une articulation entre la consommation linéaire qui existera toujours, et notamment autour de cette écoute conjointe. C'est quelque chose auquel je crois énormément, à certains créneaux, à la mi-journée, lorsque les familles rentrent chez elles pour déjeuner, et puis surtout en access prime time, voilà, autour du divertissement et de l'information. Ça, c'est évident que ça va rester extrêmement structurant. Et puis ensuite, on aura sans doute une consommation délinéarisée beaucoup plus forte, soit de programmes vraiment jeunesse sur la plateforme Roku, soit d'autres programmes de fiction, etc. Tout l'enjeu, c'est vraiment cette articulation entre les différents types de consommation. Moi, je ne crois pas du tout à ça sera 100% l'un ou 100% l'autre. C'est-à-dire qu'il serait ridicule de dire que la consommation à la demande, les plateformes numériques ne vont pas se développer. Évidemment qu'elles vont se développer, mais il serait ridicule aussi de dire que la télé linéaire n'existera plus dans 5 ans. Voilà. Moi, quand j'entends ça, ça me hérisse le poil parce que j'entendais encore il y a 20 ans, j'entendais déjà il y a 20 ans plutôt, la fin du JT de 20h, etc. Et quand on voit les scores les performances dont on a parlé, voilà. Donc c'est plus le sujet de comment il y a une complémentarité entre les deux, quel est le rôle de chacun, et donc des rendez-vous collectifs de partage devant un grand écran autour de certains genres de programmes. Ça va plutôt être le direct, à certains moments de la journée ou de la semaine, et à côté des plateformes pour une consommation plus individuelle, voilà, et que ce soit de dessins animés, de fiction, de documentaires, etc. Voilà. Et donc toute cette articulation-là, maintenant, à horizon 5 ou 10 ans, savoir quels sont les acteurs qui seront en place, les modèles économiques, les conséquences économiques de ce qui est en train de se passer aussi, voilà. Là, je pense que sur la grande prospective, bien malin celui qui peut être extrêmement précis. Et déjà, essayons de comprendre ce qui va se passer bien la saison prochaine ou celle d'après, parce que et savoir ce qui existait déjà avant le confinement et qui va perdurer, et les modifications que ce confinement va engendrer. C'est déjà ambitieux. Merci, un très grand merci donc Florent Dumont d'avoir accepté notre invitation. Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de collaborer ensemble sur des projets, j'espère en tout cas liés à la jeunesse. On en sera ravis en tout cas. Peut-être que ce sera dans le cadre de Prospective l'année prochaine. En tout cas, on vous sollicitera, je pense. Vraiment un grand merci. Je crois que vous avez des obligations. Je vais essayer de rester un petit peu, écouter la suite. D'accord, en tout cas, vous êtes le bienvenu, n'hésitez pas. Merci. Merci, on passe maintenant à notre second focus donc, dédié au point de vente. Manon, Lorraine, c'est à vous. Donc le retail.
Donc, avec l'annonce du confinement, en fait, le confinement a signé pour tous les magasins non indispensables à la vie du pays la fermeture pure et simple des magasins physiques. Donc, pour toutes les enseignes, ça n'a pas été sans peine. Forrester estime que les ventes alimentaires devraient baisser de 20% au niveau mondial. Donc, dans ce contexte où la vente à travers les magasins physiques est devenue impossible du jour au lendemain, il a fallu s'adapter très rapidement à ces nouveaux paradigmes imposés par la crise. Et même les pure players et les acteurs hybrides du e-commerce, en fait, ils s'en sont sortis à peu près au départ. Et ça a été compliqué pour eux ensuite, notamment pour les géants comme Amazon ou La Redoute qui ont souffert de la fermeture de leur entrepôt ou des effectifs réduits pour des causes sanitaires. Donc, le mot-clé qu'on a eu autour de cette crise pour le retail, ça a été évidemment le multicanal. Il faut savoir qu'avant le confinement, toujours selon Forrester, le multicanal ne représentait que 5% du CA des magasins physiques. Or, la crise Covid-19 semble avoir montré plus que jamais vraiment l'importance d'adopter cette stratégie omnicanal pour les marques. On a vu fleurir partout de nombreuses initiatives en ce sens. Alors, c'était aussi bien, elles relevaient aussi bien du système D avec l'installation, on l'a vu, de click and collect, de drive sur des parkings, des marques qui ont réagi, en tout cas des magasins qui ont réagi un petit peu au pied levé avec ce qu'ils avaient. On a eu aussi, bien sûr, des marques qui avaient déjà pensé cette stratégie en amont et qui en ont profité justement pour mettre en place leurs canaux de distribution qui étaient déjà bien implantés dans leur stratégie. Et en tête de ces mesures, évidemment, on retrouve le click and collect, le drive et la livraison à domicile qu'on a largement vu dans notre webinaire sur l'alimentation puisque les retailers alimentaires ont été les plus réactifs sur ce secteur. Leur sollicitation massive l'exigeant, mais ils n'ont pas été, et on le verra, les seuls à réagir. Excusez-moi. Hop. Ça va, Lorraine? Oui, je sais que je suis perdue pour la slide d'après. Je ne sais plus si c'est là ou pas que je passe. Donc, en fait, il y a certaines grandes marques comme Decathlon, EasyCash ou encore Kiabi qui ont adopté des bonnes stratégies pour s'en sortir durant le confinement. Par exemple, Decathlon a conclu un partenariat avec Franprix et Auchan afin de proposer ses produits de sport d'intérieur dans les magasins des deux enseignes. Donc, c'était une excellente stratégie qui a permis aux distributeurs alimentaires d'élargir leur offre avec la caution d'un expert du domaine et aux marques d'écouler leur stock malgré la fermeture en fait, de leurs magasins physiques. Donc, ça a été une manœuvre payante quand on voit que 30% des familles interrogées dans notre étude ont acheté des accessoires de sport en grande surface. Il y a également l'exemple d'EasyCash qui s'est associé avec Cdiscount. Donc là, pour le coup, c'était sur... excusez-moi, qui s'associe à Cdiscount. Donc, il a offert en fait son expertise sur la gamme des jeux vidéo d'occasion et il a profité aussi de l'excellente implantation de cette dernière dans le secteur de l'e-commerce. Et enfin, Kiabi, quant à eux, ont été les premiers dans le monde de la mode à proposer un service de drive directement sur leur parking. Les clients passaient la commande en ligne et elle était directement déposée dans leur coffre à leur arrivée. Toutefois, tous les retailers n'ont pas réussi à effectuer les changements nécessaires pour s'adapter à la crise en temps et en heure. On l'a vu, de nombreuses enseignes comme André, La Halle ou Naf ont eu à souffrir fortement de cette crise. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont en tout cas des grands noms qui sont sortis. Le Covid-19 a eu et continuera, on le pense et on le sait, à recentrer le paysage du retail. On a eu un secteur de la mode notamment qui a été très impacté par cette crise. Selon notre étude famille confinée, seuls 23,9% des familles ont acheté des vêtements durant le confinement pour leurs enfants. Et pour 75,4% d'entre eux, cet achat n'était pas motivé par le plaisir. On était vraiment sur un achat de nécessité et en fait, voilà, ça a été assez compliqué, je vous le disais, sur le secteur de la mode, tout simplement parce qu'il y a une forte saisonnalité autour des produits mode, notamment des vêtements. On avait donc des collections printemps qui ont été mises en place avant le confinement et qui finalement n'ont pas pu être écoulées en temps et en heure. Et aujourd'hui, maintenant qu'on en sort, il faut mettre en place les collections été, mais on se retrouve avec du stock sur les bras. Et c'est compliqué en fait de pouvoir jongler entre les deux. Et c'est compliqué également, il faut répondre à des problématiques d'approvisionnement, puisque souvent, quand on fait
produire ces vêtements à l'étranger, il a été parfois compliqué de les faire venir en France avec la fermeture des frontières. Donc tout un ensemble finalement de facteurs qui ont rendu, enfin qui en tout cas ont fragilisé les acteurs et qui ont parfois eu à subir, plus qu'ils n'ont pu réagir finalement, c'est les effets de la crise. Par contre, comme pour l'alimentation et l'éducation, comme on l'a vu il y a 15 jours, il y a vraiment eu un vrai élan de solidarité. Et on le remarque aussi dans le retail, et pas seulement dans le retail alimentaire, mais sur tous les secteurs. On a pu notamment voir le secrétariat d'État chargé du numérique et le secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie et des finances rendre public les offres gratuites ou préférentielles observées auprès de l'e-commerce. Donc, de nombreuses entreprises numériques ont en effet réagi à la crise en apportant leurs solutions. Pour citer quelques exemples, il y avait le groupe WeezyShop a mis à disposition des commerçants des boutiques en ligne gratuites pendant toute la période de crise. IDETA a mis à destination des commerçants ces chatbots pour qu'ils puissent garder le lien avec leurs clients. Et Rakuten a également offert 3 mois d'abonnement sans engagement à tous les nouveaux marchands souhaitant utiliser la plateforme. Donc on le voit, hein, le Covid-19 a juste servi à montrer finalement, en tout cas à mettre en exergue un problème qui était déjà, en tout cas une stratégie qui était déjà en place depuis longtemps, c'est-à-dire la nécessité d'adopter une stratégie multicanale, en tout cas omnicanale, mais aussi agile, tout simplement. Il faut que cette stratégie soit capable de s'appuyer non pas sur un seul canal de distribution, mais sur plusieurs, et ce au gré des demandes des familles, puisqu'elles ont réussi pendant ce confinement à trouver ce qu'elles voulaient, on va dire. En tout cas, elles ont réussi à aller chercher le produit là où il était, là où il se trouvait, et elles n'ont pas eu finalement de mal à jongler un petit peu parmi les canaux, parmi les sites, parmi tout ce qui était proposé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment toute la supply chain qui est impactée, qu'elle relève de l'approvisionnement à la vente aux clients. Et l'innovation, en fait, apparaît vraiment comme un levier de soutien nécessaire à l'utilisation de ces canaux supplémentaires. Et évidemment, l'e-commerce et le digital sont les figures de proue de cette innovation au service d'une stratégie omnicanale. Donc maintenant, si on s'intéresse au consommateur de l'après-Covid, lui, il était loin des préoccupations des retailers. Le consommateur a pu, lui, découvrir durant le confinement de nouvelles manières de consommer. Nous l'avons vu lors du dernier webinaire sur l'alimentaire, le drive et la livraison ont explosé pendant le confinement. Et de nombreuses familles qui n'utilisaient pas ce service avant le confinement l'ont adopté et très certainement adopté et continueront aussi à l'utiliser après le déconfinement. Durant cette période, les familles ont aussi passé d'une consommation de confort sur les volumes à celle d'utilité dans laquelle ils ont reporté leurs dépenses alimentaires, leurs dépenses sur l'alimentaire et sur l'équipement de la maison. En effet, loin des magasins, ils étaient moins tentés aussi, moins d'achats d'impulsion, ils étaient pas mis en face d'une offre de produits dont ils n'avaient pas besoin, par exemple, etc. Et enfin, la stabilité financière de cette période les a également conduits à repenser leurs dépenses et à recentrer les dépenses sur l'utile. Donc, on a mis en avant durant notre webinaire tout ce qui était, la volonté en tout cas des familles de se tourner vers une alimentation plus locale, plus bio et made in France. Il faut savoir qu'en alimentaire, ce sont des tendances qui sont plus timides. Les familles sont intéressées par le made in France, c'est sûr, mais elles sont en fait tout simplement plus frileuses à l'idée de dépenser davantage. Sur l'alimentaire, c'est un effort financier qu'elles ont moins de mal à mettre en place puisque l'alimentaire touche la santé. On le voit, manger sain égale une santé, être en meilleure santé. Et pour la santé, c'est vrai que les Français sont beaucoup plus enclins à dépenser davantage. En revanche, sur tous les secteurs hors alimentaire, donc des choses qui leur semblent moins nécessaires finalement, ils ont un peu plus de mal à s'investir dans le Made in France à partir du moment où ça implique un effort financier à fournir. Donc nous, ce qu'on a vu durant cette période, et ce qui est important de noter, c'est qu'il ne serait dommage finalement d'écarter complètement la piste du Made in France, puisque on l'a vu pour les retailers, ça a représenté un vrai confort d'approvisionnement. Je vous le disais tout à l'heure par rapport à cette fermeture des frontières, et puis dès qu'on s'aperçoit qu'un pays comme la Chine est impacté, finalement ça remet tout en cause une chaîne d'approvisionnement et on a des retailers qui se retrouvent un petit peu bloqués par ces contraintes. Donc le Made in France apporte un confort de ce côté-là. Et il faut voir aussi que pour une partie des consommateurs en tout cas, le confinement a été l'occasion et c'est de prolonger un petit peu cette réflexion autour de la dimension écologique qu'on avait auparavant et donc de réfléchir un petit peu à ces dépenses.
Et ce qu'on peut noter, c'est que c'est important, en fait, tout simplement, il appartient aux marques d'accompagner les familles dans leur volonté d'aller vers une consommation plus durable. C'est vraiment les marques qui doivent leur montrer un petit peu ce qu'elles peuvent faire pour elles et de leur montrer que leurs achats, en fait, que les achats des consommateurs vont avoir un réel impact à la fois sur eux, mais aussi sur le monde qui les entoure. Et donc, la marque se pose comme un accompagnateur, finalement, dans cette volonté de consommer Made in France pour montrer un petit peu les bienfaits dont on pourrait en retirer le consommateur. C'est d'ailleurs une chose qui est intéressante de noter, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a un véritable changement de paradigme dans la manière dont les marques s'adressent aux consommateurs. On avait avant des marques qui se posaient vraiment en solution face aux problèmes rencontrés par les consommateurs, mais avec la crise du Covid-19, elle a forcé à l'humilité et finalement, les marques ont tout intérêt à adopter davantage une posture d'accompagnateur du consommateur vers sa vision idéalisée de la société. Une marque n'est pas là pour résoudre un problème majeur comme l'écologie, parce qu'un consommateur va acheter son produit. Par contre, ce type de promesse est forcément déceptive, on peut mettre peut mettre vraiment la marque en danger. En revanche, prendre une posture d'accompagnant en fournissant au consommateur des outils pour lui permettre d'aller vers ses objectifs paraît beaucoup plus sûr. Les consommateurs de l'après-crise pourraient ainsi devenir de véritables consommateurs et le consommateur qu'ils se sont imaginés être pendant ces quelques mois de confinement où ils ont eu le temps de réfléchir sur leur consommation. On peut prendre pour exemple la marque Jules, qui a complètement profité du confinement pour revoir un petit peu toute sa communication et notamment sur le virage écologique qu'elle est en train de prendre. Donc, ils ont communiqué assez largement sur le fait de rentrer dans une logique de labellisation Made in France, etc. Ils ont pour objectif à horizon 2030 d'utiliser uniquement des matières recyclées dans la conception de leurs vêtements. Ils s'engagent également sur le zéro plastique, etc. Donc, il y a énormément d'engagements qui ont été pris et qui sont soutenus par une large campagne de communication qui s'appelle, comme vous le voyez, Men in Progress. Et l'une des actions principales et premières de cette campagne, ça a été d'inciter, en fait, via les réseaux sociaux, leurs clients et puis plus largement, à un tri de leur dressing. C'est intéressant parce qu'on a une marque de vêtements qui va, plutôt que pousser à acheter toujours plus de vêtements, qui va pousser plutôt à faire de la place, à se recentrer un petit peu. Et par cette action, en fait, ils montrent à leurs clients qu'ils peuvent être désengagés de la consommation massive et qu'ils peuvent en fait se tourner vers quelque chose de plus essentiel pour aller vers finalement cette consommation durable. Et comment en fait la marque Jules, par ce type d'action, va permettre aux consommateurs d'aller vers, de répondre un petit peu aux engagements qu'ils ont envie de prendre. D'ailleurs, nous venons de parler du Made in France et de consommation durable, mais pendant le confinement, en fait, il y a d'autres tendances aussi qui se sont amplifiées. Par exemple, le recours à l'occasion a fortement augmenté et nul doute que l'arrivée potentielle d'une crise économique va conforter cette tendance d'achat déjà bien implantée parmi les familles françaises, comme on l'a mesuré dans notre étude des consommations alternatives. Donc, c'est aussi l'occasion pour elles d'allier consommation durable avec la seconde main et du coup aussi les économies. Ainsi, selon une étude menée par Quantitude, 11% des parents souhaiteraient commencer à acheter des vêtements de seconde main et 12% des jouets. Et ça, c'est une réflexion qui se sont faites pendant le confinement. Tout à fait. Donc, après avoir vu finalement qui est ce consommateur d'après-Covid, un petit peu plus engagé, un petit peu plus tourné vers d'autres types de consommation, on va finalement se poser une question qui est celle de comment est-ce qu'on va reséduire ce client dont la fidélité est devenue beaucoup plus volatile avec la crise. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, un consommateur qui avait l'habitude d'acheter certaines marques n'a pas forcément pu trouver durant le confinement les moyens d'aller, en tout cas de prolonger son expérience d'achat. Et il s'est peut-être tourné finalement vers d'autres marques qui le proposaient à la place de la marque qu'ils avaient l'habitude de consommer. Et c'est là où finalement, on va avoir cette mission un petit peu de reséduction du client, lui montrer qu'on a su comprendre et on a su réagir à ce qu'il cherchait. Et pour répondre à tout ça, donc, on va se pencher plus particulièrement sur deux espaces de commerce que vont être donc celui physique et celui en ligne. Donc, en ce qui concerne les magasins physiques, il faut savoir qu'ils sont loin d'avoir été balayés par l'attrait poussé autour du e-commerce, même si on en a beaucoup parlé, puisque 47% des familles de notre étude pensent ne plus acheter sur Internet après le confinement. Ça montre vraiment leur volonté de retourner en magasin. C'est un lieu dans lequel elles se plaisent, elles aiment pouvoir voir voir les produits, les toucher, les tester, etc. C'est aussi un lieu de vie pour la plupart d'entre eux.
Donc voilà, ils ont vraiment une volonté de retourner en magasin et il va s'agir dans un premier temps, évidemment pour tout le secteur du retail, de trouver un juste équilibre entre rassurer le consommateur sur sa sécurité sanitaire avec toutes les mesures barrières qui ont été prises, sans que cela ne devienne trop anxiogène ou trop pénible, et permettre au fait aux clients, enfin en tout cas aux consommateurs, de retrouver du plaisir à faire les magasins. Donc, plus que jamais, la notion d'expérience, elle va être au cœur des enjeux du retail avec un consommateur qui a pu trouver des alternatives à ses achats physiques durant le confinement. Et on doit pouvoir finalement trouver une vraie valeur ajoutée lors de son passage en magasin. Donc, ça va passer notamment par une expérience évidemment client irréprochable qui va venir transformer le magasin physique et ce notamment par le biais du digital. Et Lorraine va nous donner un exemple de ce type d'application. En fait, c'est au Canada qu'il y a plusieurs exemples qui montrent que l'on pourrait rétablir une bonne expérience client en utilisant le digital. Et c'est le géant de la distribution Target qui met à disposition son application pour suivre les clients en magasin et leur proposer des remises et alertes en fonction de leur localisation. Les clients ont aussi la possibilité d'enregistrer leur liste d'achat et le magasin va directement les diriger vers les bons produits. Et nos études dans les points de vente montrent également l'importance de l'atmosphère dans le magasin pour le client qui passe notamment par l'ambiance sonore. L'accueil chaleureux se révèle également primordial pour ces Français en quête de partage, surtout en cette période. Et pour aller plus loin, le magasin physique pourrait devenir un lieu d'expérience ludique, émotionnelle qui viendrait ouvrir aux consommateurs des choses qu'il ne veut pas retrouver en fait, qu'il ne veut pas tout simplement pas retrouver en ligne. Donc l'émotion, l'interactivité et le partage doivent être vraiment au cœur de cette expérience et il est évident que les contraintes sanitaires viennent rendre ça un peu plus compliqué. Et c'est pour ça, en fait, que les mesures sanitaires, elles ne doivent pas être perçues par le prisme de la contrainte. En fait, il faut voir ces mesures sanitaires comme un tremplin vers un renouveau du retail. C'est-à-dire que si on prend par exemple l'obligation d'utiliser des masques, ça peut être l'occasion de repenser sa manière un petit peu de communiquer auprès du client en débordant d'inventivité pour restaurer un contact chaleureux. Je pense notamment au groupe ID Kids qui a privilégié par exemple la piste de l'amélioration de la communication non verbale. La plupart des vendeurs donc, de chez ID Kids ont été formés pour adopter un comportement chaleureux malgré le fait qu'on ne voit plus leur bouche ou même s'ils ne s'expriment pas. On peut également imaginer tout simplement un détournement des masques avec des messages inscrits dessus, le nom des vendeurs que l'on peut interpeller, ou bien pour les acteurs de la mode, tout simplement une reprise des tissus qui peuvent être utilisés dans les collections pour en faire des masques que les clients peuvent offrir. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez certaines marques comme Cézanne sur les tote bags. Donc voilà, on peut imaginer vraiment un détournement de ce masque. Pour les enfants, Playmobil a innové sur le secteur en proposant des masques de protection spécialisés pour eux. On peut imaginer aussi, pourquoi pas, des masques coloriables ou des masques avec des designs qui se rapprochent des héros ou des animaux qu'ils aiment. Voilà, il faut voir ce masque un petit peu comme une opportunité de travailler sa manière de communiquer et d'aller différemment vers le consommateur. Ensuite, on peut prendre l'exemple des marqueurs au sol qui viennent donc marquer la distanciation sociale, ces fameux petits traits qui nous montrent les 1 mètre. Idem, on peut les détourner pour raconter une histoire. Imaginons des clients dans une file, qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Eh bien, on peut écrire quelque chose et puis à mesure qu'ils avancent, ils découvrent l'histoire. On peut aussi penser à ces traits pour entrer directement en interaction avec l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant qui a l'habitude de jouer sur des marelles, etc., a tendance à regarder finalement ces marqueurs au sol. On peut retrouver une manière de jouer avec lui. Et c'est vrai que dans notre étude, 58,8% de nos familles interrogées ont dit qu'elles souhaitaient pratiquer la distanciation sociale. Donc, autant la rendre ludique. Et je vous disais que c'était important finalement de jouer avec l'enfant, que ce soit à travers des masques ou les marqueurs au sol. Et notre étude a montré que seulement 7,3% des enfants ont regretté ces séances shopping. Donc ça montre finalement que les enfants n'ont très peu d'attache avec le retail, avec le magasin physique. Et c'est là où finalement on va pouvoir réapporter un petit peu de ludisme dans leur parcours d'achat et leur redonner envie d'aller en magasin avec leurs parents. Et puis, on pense évidemment aux parents qui attendent d'un jouer avec l'enfant.
Un autre moment aussi qui peut être amélioré, c'est la file d'attente à l'entrée des magasins. On a vu que là, avec la distanciation sociale, le nombre de personnes était limité dans les magasins. Ça aussi, c'est un moment qu'on peut largement optimiser avec, par exemple, la création de 2 files, une pour les courses rapides avec la mise à disposition d'un simple panier et une file un peu plus pour les courses un peu plus longues avec là, pour le coup, la mise à disposition d'un caddie. Ça peut également être l'occasion d'animer sa clientèle à travers la mise en place de petits spectacles ou de jeux ou encore tout simplement du storytelling autour de la marque. Le digital peut également venir soutenir tout cela, puisque Briscoes, par exemple, c'est un magasin néo-zélandais, propose à ses clients de réclamer une place dans la file d'attente, simplement en envoyant un SMS, et après, ils peuvent aller attendre ailleurs. Ils ne sont pas obligés de rester dans la file d'attente pour attendre leur tour. On peut également imaginer une privatisation de certains horaires des magasins pour les meilleurs clients. On peut imaginer aussi des parcours thématiques repensés à l'intérieur du magasin ou encore des prises de rendez-vous pour être accompagnés par un personnel shopper. Les consommateurs sont vraiment en recherche de personnalisation et cela accompagne la volonté de 46,9% d'entre eux de ne pas se retrouver dans un magasin trop fréquenté. Les pistes à explorer sont très nombreuses. Après, libre cours à votre imagination. Aujourd'hui, les mesures sanitaires apparaissent comme des contraintes, mais comme l'a dit Manon, il faut vraiment voir ça comme une opportunité d'innover et de trouver des solutions. Donc, comment répondre, par exemple, aux 58,9% des familles de notre étude qui feront attention à ce qu'elles touchent quand le plaisir du shopping passe notamment par le contact avec le produit. Il y a la réalité augmentée, d'essayage virtuel qui peuvent offrir une solution. Ça peut être des solutions, des solutions qui méritent d'être creusées. Aujourd'hui, c'est aux retailers de savoir faire preuve d'inventivité, de créativité pour détourner et créer de nouveaux modes d'interaction et d'interactivité avec les familles. Tout à fait. Donc, pour revenir un petit peu plus également sur l'e-commerce, donc on le sait, c'est un canal, en tout cas, c'est un point de vente digital qui a été largement plébiscité durant la crise. Et en fait, on s'aperçoit qu'eux aussi devront faire beaucoup d'efforts pour aller vers le consommateur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les marques ont certes eu divers rythmes dans l'installation de leurs propres canaux digitaux, mais il est évident, et la crise l'a montré, qu'il était presque vital pour le retail de s'inscrire à la fois sur le physique et sur le digital. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, sur cette volonté d'aller vers une stratégie omnicanale. Mais une fois que tout le monde sera équipé, il va falloir pouvoir développer une stratégie qui sera suffisamment agréable et efficace pour que le consommateur ait envie de privilégier sa solution plutôt qu'une autre. Donc, au-delà des ingrédients évidents pour faire un e-commerce optimisé, que sont par exemple une interface design ou un parcours client simplifié ou une offre de produits qui est suffisamment large et diversifiée. Ce qui va être important, et on le voit surtout après ce contexte d'après-crise, c'est vraiment l'humanisation du point de vente digital. C'est-à-dire comment est-ce que finalement on va réussir à dépasser cette barrière de l'écran pour aller toucher directement le consommateur. Et on a pu observer également durant la crise de nombreuses initiatives que Lorraine va détailler. Donc, par exemple, il y a John Lewis qui a lancé une gamme de services virtuels avec la possibilité pour les clients de se connecter avec des stylistes de mode pour des consultations via des appels vidéo Instagram. Donc, tout à l'heure, on parlait des visios, ça se développe aussi dans le retail. Il y a Yves Rocher à multiplier les tutos, les lives avec des spécialistes pour que les clients puissent faire finalement leurs soins à la maison à défaut de pouvoir les faire en institut. Et OKID a organisé de nombreux événements comme des soirées danse avec des soirées danse en famille sur leur page Facebook, etc. Donc l'humanisation du e-commerce se fait à plusieurs niveaux. D'abord avec le service client disponible, personnalisé, chaleureux et réactif. En effet, nous savons tous en fait qu'il est très désagréable d'avoir des mails automatiques ou d'avoir des call centers qui ne prennent pas vraiment en compte nos problèmes. Donc, et on voit bien que le service client est un ambassadeur de la marque et c'est pourquoi il doit être aussi soigné que possible afin que le client n'ait pas à vivre une expérience désagréable. Ensuite, l'humanisation peut intervenir grâce à une offre complémentaire à celle des produits, c'est-à-dire qu'on offre des services complémentaires aux produits qu'on vend, comme nous l'avons vu avec nos exemples de John Lewis ou Yves Rocher, pour créer en fait un véritable univers de marque qui vient englober le consommateur dans une expérience digitale dont il ressortira avec une vision positive de la marque.
Et pour aller un petit peu plus loin, on peut parler donc de cette animation des espaces digitales. Pour les marques, en fait, c'est une bonne occasion tout simplement de véhiculer des idées et des valeurs que la simple interface e-commerce ne parvient pas toujours à faire. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la vente de produits. Et c'est ce que fait notamment Maped avec la plateforme MapIwi, alors qui n'a pas du tout été pensée dans le cadre du Covid, qui était pensée en amont, bien sûr, mais qui, par le fait du hasard, s'est retrouvée lancée quelques semaines avant le confinement. Donc, elle a été principalement pour l'instant utilisée dans ce cadre. Et c'est vrai que quand on prend cette plateforme, donc il faut savoir que Maped propose dessus des idées de loisirs, des conseils, des moments de partage en famille, etc. Et en fait, c'est vraiment en mettant l'accent sur l'épanouissement de l'enfant, sur le partage en famille, que Maped va pouvoir aller au-delà de son image de vendeur de fournitures scolaires et autres, mais en tout cas qu'elle va aller au-delà de son image de vendeur et qu'elle va adopter un ensemble de valeurs dans lesquelles les familles vont pouvoir se reconnaître, voire aspirer. Et c'est finalement dans cet univers qu'on va pouvoir eh bien, prolonger et affiner un petit peu tout ce qu'on a envie de montrer derrière sa marque. Donc, si avant la crise, en fait, on pensait le retail comme un soutien, voire parfois comme un concurrent du web, en fait, il paraît aujourd'hui évident que ces deux modèles de vente doivent vraiment être pensés de manière complémentaire pour s'enrichir l'un l'autre et offrir à nos familles la meilleure expérience possible. Merci beaucoup. Merci. Merci Lorraine et merci Manon pour ce point sur le retail, les points de vente. Nous accueillons donc notre second témoignage avec Hubert Aubry, directeur de la stratégie et du développement du groupe Eram, qui va lui aussi nous partager la façon dont le groupe Eram a traversé cette crise au sein de son secteur d'activité. Et puis surtout voir aussi comment le groupe Eram, à travers ses enseignes, va construire en tout cas cette après-crise avec le consommateur. Alors évidemment, Hubert, si tu as des remarques, des compléments à apporter aussi à ce que nous venons d'écouter, ils sont les bienvenus. Non, mais bonjour à tous et à toutes et à toutes et à tous. Bravo les filles, c'était très clair et plein d'inspiration et de bonnes idées. Oui, nous, on est dans le secteur de la mode, comme vous l'avez dit, un secteur particulièrement frappé par la crise, par le confinement. Pour apporter, et le groupe Eram, c'est un groupe familial de mode accessible et de chaussures. Et on anime 10 marques en fait, de mode accessible et de chaussures. Donc c'est vrai qu'on sur des environnements différents, de la mode accessible comme Gémeaux, chaussures, vêtements, donc plutôt économique, à des marques un peu plus haut de gamme comme Bocage ou Fago. Et ce qui a provoqué vraiment la difficulté des enseignes, en fait, et c'est la trésorerie, parce que la particularité du retail, c'est qu'on a des stocks à acheter, et quand on a acheté les stocks, il faut les payer, et quand on ne fait pas de chiffre d'affaires en face, eh bien, ça pose un vrai problème de trésorerie, et toutes les marques que vous avez citées tout à l'heure, qui auront du mal à se redresser de la crise et qui sont tombées en RJ sont des marques qui avaient des problèmes de trésorerie avant la crise et qui étaient à peine rentables ou pas rentables avant la crise et qui n'ont pas pu donc être aidées. C'est comme pour le Covid, les personnes ou les entreprises malades avant la crise ne survivront sans doute pas à la crise, ou en tout cas s'en remettront difficilement. Ce n'est pas notre cas, tant mieux. Et en même temps, on a pu observer vraiment différents comportements de consommateurs pendant la crise selon les positionnements des marques. En l'occurrence, oui, le digital a explosé pendant le confinement dans toutes nos marques, mais surtout grâce à l'achat besoin et surtout grâce à l'enfant. En fait, et on a maintenu les sites ouverts pendant toute la période de confinement. On s'est posé la question de savoir si on allait les fermer ou pas par solidarité. En fait, on les a maintenus car il y avait un appel des consommateurs et on n'entendait pas beaucoup de consommateurs mécontents de cette position. Donc, on a vraiment quand même monitoré ça, en fait. Qu'est-ce que le consommateur nous dit de cette position, garder de la transaction pendant cette période-là. Et finalement, bien nous en a pris parce que nous avons augmenté nos chiffres d'affaires sur le web de plus de 100% pendant la période. Et on a rendu service aux consommateurs sur des achats besoins, sur des achats de bébés notamment, ou de sport. Mais surtout, ce qui a tracté en fait la demande pendant cette période-là, c'était de l'achat besoin, et besoin immédiat parce que voilà, à cause des naissances notamment. Donc pour Gémeaux, ça a été vraiment une forte performance.
Et puis, tous nos magasins étaient fermés pendant ce temps-là. Donc, effectivement, pendant le confinement, il fallait tenir en trésorerie, mais finalement, la problématique n'est pas très, très compliquée. Si on a de la trésorerie d'avance, les magasins sont fermés. La vraie problématique, c'est quand on déconfine et à quel rythme reprend l'activité et qu'est-ce qui se passe au déconfinement. Et là, on a observé différents comportements très différents. En fait, on s'attendait, et tout le retail s'attendait après le déconfinement, à la reprise, à l'ouverture des magasins à partir du 11 mai. Tout le retail s'attendait à un mois de mai catastrophique, aux environs de moins 50% de chiffre d'affaires, un mois de juin aux environs de moins 30% de chiffre d'affaires, et puis un second semestre entre moins 20 et 0%. Donc c'est vrai que les scénarios les plus pessimistes étaient sur la table. Et finalement, à la reprise, pour Gémeaux en l'occurrence, pour les enseignes de périphérie en général, le sport, Decathlon, Intersport, Gémeaux, qui habillent, mais aussi le meuble, ça a été un énorme succès, une énorme surprise. Et au lieu de faire moins 50, les magasins tournaient à plus 50. Pourquoi? Parce qu'il y avait, encore une fois, l'achat besoin sur l'enfant et c'est ça qui a tiré les ventes. Et on a observé des clients qui venaient, alors avec une particularité, une baisse du trafic ou un trafic plus faible, mais un taux de transformation beaucoup plus fort. Donc les gens calculent avant de venir, viennent moins, il y a quand même des réticences pour aller en magasin, mais quand ils viennent, ils achètent beaucoup plus. Ça a été très favorable pour Gémeaux, ça a été beaucoup moins favorable en centre-ville, où là, effectivement, le chiffre d'affaires de nos enseignes de centre-ville et des autres enseignes du retail en centre-ville a plutôt baissé de 30% juste après le déconfinement, 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins, avec une chute très importante du trafic et pareil, un taux de transformation plus important. Mais aussi l'enfant qui tirait et l'adulte en retrait. Les femmes et les hommes vraiment en retrait. Les femmes ensuite et les hommes ensuite. Donc c'est vraiment l'enfant, les femmes et les hommes. Et en termes de génération, les jeunes vraiment se sont rués dans les magasins. Pour Jennifer, par exemple, ces enseignes-là, ou pour nous, effectivement, sur l'enfant, ça a très bien fonctionné. Mais les générations les plus anciennes sont restées chez elles. Donc voilà. Donc en fait, la périphérie, il n'y a pas de sujet en périphérie et même de crainte parce que les environnements sont plus aérés et les magasins sont plus grands. Il y a moins de confinement dans les magasins. Les distances sont plus facilement respectées. Et en centre-ville, c'est plus compliqué. Et en centres commerciaux, alors là, c'est encore plus compliqué. C'est vraiment dans les centres commerciaux que le trafic a été le plus faible quand ceux-ci étaient ouverts, car vous savez que tous les centres commerciaux n'étaient pas ouverts à la date du déconfinement. Donc voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe pour l'instant. Donc plutôt une bonne surprise en général, et puis une activité qui revient gentiment à la normale. La semaine dernière, c'était à peu près stable. Donc à peu près stable pour tout le monde. Avec une activité digitale qui continue à être très forte. Et finalement, le digital a gagné 1 an peut-être sur le chiffre d'affaires pendant la période de confinement, c'est-à-dire qu'on a accéléré en fait énormément donc dans les rythmes de croissance pour toutes les enseignes, on a gagné vraiment du temps et on ne perd pas ses clients après le confinement. C'est-à-dire que la semaine dernière encore, le digital a augmenté de 100%. Donc c'est intéressant en fait, on a gagné des clients et les clients continuent à acheter aussi sur le digital et en même temps au magasin. Moi, dans la période post-confinement et dans les périodes, dans la séquence qui vient vers nous, je crois à 3 tendances fortes que vous avez finalement soulignées par des exemples. La première, c'est le boom de l'économie on-demand, c'est-à-dire les gens se sont habitués pendant la période de confinement à avoir tout de suite, Netflix en l'occurrence, mais Amazon aussi. Donc cette capacité à pouvoir obtenir tout de suite sur l'achat besoin. Donc ça, je pense qu'il va falloir en tenir compte et donc la poussée du digital y participe, mais le mariage du digital et des magasins va participer à cette capacité à répondre rapidement à la demande des gens. Deuxième tendance, à mon avis, qui va perdurer et qui va aussi qu'il va falloir intégrer dans le retail, c'est cette société, cette low-touch society, ou ce appointment economy. C'est mondial finalement, les gens vont avoir moins envie de contact et vont effectivement préférer prendre des rendez-vous pour ne pas attendre. Je pense que ça va accélérer, ça va rendre encore plus insupportable les irritants du commerce d'avant le confinement. En l'occurrence, attendre en caisse, alors quand vous parliez, oui, c'est une bonne façon, on peut transformer la contrainte
la menace en opportunité et jouer avec les mesures sanitaires et avec les distanciations en magasin, c'est une bonne idée. Mais surtout, je crois que le trafic, de toute façon, va être plus faible et que ça va se réguler naturellement. En tout cas, attendre en magasin, ça deviendra insupportable. D'où le boom aussi des nouveaux usages qu'on observe autour de l'omnicanal, le drive. Donc, Gémeaux, dans le coopérable, on a poussé tous les usages autour du drive, du click and collect, et on continuera à faire beaucoup d'efforts autour de ça finalement. Comment en magasin on peut apporter de nouveaux services pour que les gens puissent emporter rapidement, sans forcément en entrant dans le magasin. Donc on développe le drive à l'extérieur de nos magasins, et on développe aussi le drive piéton en fait. Attends, excusez-moi un instant, je vois que ça c'était pas prévu, je vois que mon ordinateur n'a plus de batterie et je le branche en une seconde. N'hésitez pas en tout cas à noter vos questions en attendant. Hein. Vous avez l'onglet converser, questions et réponses. Donc oui, on va sortir de cette période finalement en investissant davantage sur, pas forcément le digital, mais oui le digital, mais surtout les nouveaux usages autour du digital et de l'omnicanal pour réduire les irritants dans le commerce, pour permettre aux clients d'obtenir plus rapidement la marchandise sans forcément rentrer dans les irritants du commerce, voilà la file d'attente en caisse, pour permettre aux clients aussi d'augmenter leur pouvoir, pour permettre aux vendeurs d'augmenter leur pouvoir avec des tablettes en ayant accès au stock. S'il n'est pas en magasin, je vous le fais livrer immédiatement chez vous. Enfin, voilà, toutes ces possibilités de ship from store, de nouveaux usages autour de l'omnicanal, ça, on va franchir un cap et il faut investir là-dessus pour les retailers. Et puis, donc c'est la deuxième tendance, à mon avis, voilà, on doit intégrer cette nécessité qu'ont les clients d'avoir moins de contacts et d'avoir éventuellement prendre des rendez-vous pour être mieux servis. Et puis la troisième tendance qu'on intègre aussi, c'est cette brusque montée des préoccupations environnementales, et vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'était déjà latent avant le confinement, ça va s'accélérer énormément. Derrière ça, il y a la consommation bio. Alors, en alimentaire, ça s'est révélé. En vêtements et chaussures, c'est un peu moins pertinent, mais néanmoins, on va pousser la consommation de fibres recyclées, de coton organique. Hein, et en l'occurrence, notre marque Fago veut faire vers 100% de Made in Europe dans 5 ans et avoir 100% de fibres recyclées, par exemple. C'est une marque dont l'ADN est particulièrement responsable, mais aussi pour Gémeaux, qui est une gamme plus économique, on est vraiment engagé dans un processus de mode plus responsable, avec beaucoup plus 30% d'offres en coton recyclé et coton organique à horizon 3-4 ans. Deuxième tendance derrière les préoccupations environnementales, c'est la mutualisation et le partage. Et puis la troisième tendance, c'est le faire soi-même. Et on l'a vu pendant le confinement, les gens faisaient tout par eux-mêmes et c'était chouette en fait de faire en famille. Voilà, on a tout fait quoi. Et donc cette tendance du DIY, elle va aussi, ou de refaire des produits du neuf avec du vieux, ça peut être une tendance assez forte. Et nous, en l'occurrence, toutes nos enseignes sont en train de développer en fait des initiatives, y compris pour la rentrée des classes, autour de la seconde main par exemple, donc, ou autour de la location, pour réduire la production et pour aller dans ce sens-là. Alors en l'occurrence, ERAM à la rentrée aura des espaces de seconde main en magasin en vêtements d'ailleurs, c'est une façon de proposer du vêtement alors que ce sont des magasins de chaussures. L'atelier Bocage, c'est une offre de location de chaussures, vous connaissez certainement, donc effectivement ça fonctionne bien. Un abonnement qui nous permet d'acheter des chaussures et de les rendre en magasin. Ces chaussures sont ensuite reconditionnées et revendues dans les magasins à prix cassé alors qu'elles ont été reconditionnées dans nos usines fabriquées en France. Et puis, donc voilà, on a plusieurs initiatives au cours du second semestre autour de la seconde main et puis une initiative globale autour du Made in Europe. À ce sujet-là, je ne crois pas vraiment au retour du Made in France, même si on a 2 usines de production en France, on sait ce qu'est la production française et on pousse à la production française, mais l'équation économique ne permettra pas, dans le retail de mode,
de développer rapidement le Made in France, à mon avis. Voilà, parce que les clients ne voudront pas payer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne voudront pas payer le prix du Made in France. En revanche, je crois beaucoup à une accélération du Made in Europe, enfin, voilà, et une bascule des bassins de sourcing entre l'Asie et l'Europe. Et nous, on s'engage vraiment là-dessus, parce qu'il y a une capacité de production en Europe qui permettra de le faire, et parce que le choc sur le prix sera moins important. Donc voilà, je crois beaucoup au Made in Europe, non moins au Made in France. Je crois aussi, dans cette période de confinement, tout le monde a pris goût à l'absence de mobilité. Et donc, la baisse du trafic, effectivement, sera plus importante et durable, à mon avis, dans les magasins. Il y a aussi le sujet du télétravail, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais voilà, la baisse du trafic sera durable. Donc, effectivement, on doit investir dans tout ce qui permettra d'aller vers le client, plutôt que le client vienne à nous. Et puis enfin, on intègre aussi dans le retail, pendant le confinement, on a vu pousser cette défiance à l'égard des institutions. C'est aussi un phénomène qui s'est accéléré, mais à l'égard aussi des grands et des grands distributeurs, dont la grande distribution. Donc vraiment, il y a une appétence pour les petits, pour le local et les petits acteurs, en fait. Et c'est avec derrière ça une confiance plus intéressante, plus forte, parce qu'il y a la transparence. Et voilà, donc on doit intégrer ça aussi dans nos comportements. Et puis le dernier point, effectivement, et on a vraiment eu des succès là-dessus pendant la période de confinement, c'est, vous avez parlé d'utilité, et tout à l'heure Jérémy aussi en a parlé, voilà, on doit être une marque utile avant tout. En fait. Les gens viendront chez nous, ils continueront à venir chez nous parce que nous sommes des marques utiles. En fait. En l'occurrence, Gémeaux a vraiment renforcé son positionnement sur la mode utile. Et pendant la période du confinement, les initiatives autour des coups de pouce nous ont permis d'acquérir énormément d'abonnés sur Instagram. On a fait plus 30% d'abonnés sur Instagram. Donc, c'est que les gens ont aimé ces initiatives et ont été particulièrement engagés. C'est-à-dire que quand on disait aux gens, donnez-nous des idées de jeux pour illuminer vos journées pendant la période de confinement, on a été débordé d'idées, en fait. Et je crois que les équipes ne savaient plus vraiment quoi en faire, parce que les gens étaient très engagés. C'est très positif, en fait. Donc, cette notion de partage aussi, encore, est intéressante. Et on a accéléré aussi l'engagement et l'acquisition de nouveaux clients, finalement, sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, être utile, être solidaire, et surtout intégrer ces trois tendances: la brusque montée des préoccupations environnementales, le côté moins de contact, et surtout plus d'irritants, et puis la troisième tendance autour de l'immédiateté. Voilà, c'est un peu la leçon que j'en tire de façon globale. Ok, une question ici donc pour vous, Hubert. Vous parliez donc à l'instant de ce consommateur que vous avez sollicité, en tout cas pendant le confinement, pour vous donner des idées d'activités, etc. Est-ce que dans votre développement sur la suite, et vous parliez donc de toutes ces initiatives qui vont être mises en place, je pense vous parliez de la location, de l'occasion, etc. Comment est-ce que vous allez finalement intégrer le consommateur dans ces nouveaux modes de consommation? Comment est-ce que vous allez communiquer auprès de lui pour lui faire comprendre que la marque change finalement et l'accompagne dans ses envies, sachant qu'on parle de Gémeaux, on parle de Bocage, ce sont quand même des enseignes historiques dans lesquelles les gens ont l'habitude d'aller, mais dans lesquelles ils n'ont pas forcément l'habitude de trouver ce type d'offre. Donc, comment est-ce que finalement on accompagne le consommateur vers ce type de nouvelles offres? La preuve vient souvent par le produit. En tout cas, d'abord, il faut constituer une offre suffisamment visible en magasin et sur le web. Donc, voilà, il faut que le produit porte l'engagement de la marque. On ne fait pas du greenwashing, donc effectivement, dans nos initiatives sur la façon dont on fabrique et dans le produit qu'on délivre, voilà. Donc déjà, si on a le produit, c'est une première chose sur l'économie circulaire. Ensuite, effectivement, c'est le discours. Une fois qu'on a le produit, c'est surtout les réseaux sociaux et le web qui va permettre de communiquer autour de ces sujets. Mais bon, la semaine dernière, avec Eram, toutes nos vitrines étaient en opération Made in Europe. Donc, on a effectivement déjà pris l'initiative à la sortie du confinement en mettant en avant tous les produits fabriqués en Europe pour exprimer aux consommateurs cet engagement, avec la preuve par l'assortiment.
Donc, voilà, selon les marques, enfin, c'est vraiment beaucoup par les réseaux sociaux et l'animation de la communauté. Fago, en l'occurrence, qui est une marque avec un fort engagement de la communauté, va avoir beaucoup plus de facilité à prendre le virage parce qu'ils sont positionnés sur et les clients qui achètent Fago attendent ça de la marque. Les clients qui achètent Gémeaux attendent moins ça de la marque. Elles attendent plus un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, selon les marques, il faut à savoir aussi adapter le discours en fonction de la capacité du client à entendre ce discours-là. Et pour Gémeaux, en l'occurrence, le premier contrat, c'est effectivement un excellent rapport qualité-prix avec de la responsabilité. Le contrat pour Fago, qui est une autre marque, effectivement, c'est d'abord un engagement responsable, zéro carbone, et avec un excellent rapport qualité-prix. Mais voilà, la priorité n'est pas la même. D'accord. Une autre question à propos de tout à l'heure, en tout premier lieu, vous disiez éviter les frictions, donc tous ces moments un petit peu pénibles d'attente, etc., que le consommateur n'aura plus envie de retrouver. Comment est-ce que Gémeaux, donc vous parliez déjà, Gémeaux et plus particulièrement tous les magasins du groupe Eram, envisagent de supprimer ces frictions? Vous parliez tout à l'heure de prise de rendez-vous. Nous, on a vu aussi de notre côté tout ce qui était solution de paiement par mobile, les Apple Card, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de mettre en place? Qu'est-ce que vous avez dans l'idée par rapport à cette idée de rendre le consommateur finalement un petit peu unique et moins dans l'attente? Là, on l'intègre, on n'a pas d'initiative très concrète, même si on peut payer avec Apple Pay dans nos magasins, mais personne ne l'utilise, ou très peu de personnes l'utilisent en fait. Bon, ils peuvent payer en sans contact, évidemment, comme tout le monde. On n'a pas aujourd'hui, en fait, il faut reconnaître, il y a une baisse importante du trafic aujourd'hui. Donc, effectivement, on n'a pas les clients ne nous sollicitent pas pour l'instant pour prendre des rendez-vous. Alors, on leur a proposé, chez TBS par exemple, de prendre des rendez-vous et d'avoir des instants privilégiés. Vous m'entendez ou pas, non? Oui. Ouais. Oui. Mais finalement, on sent que ça va venir. Mais dans notre secteur de la mode, il faut reconnaître que ce n'est pas l'attente principale des clients. Par exemple, le Drive, on a mis en place le Drive chez Gémeaux. C'est un service nouveau qu'on a présenté, on a proposé à nos clients sur les parkings pour qu'ils puissent prendre. C'est très timide en fait. Donc c'est vrai que ça va être long à se mettre en place. Donc il faut l'avoir en tête, mais surtout aujourd'hui, rester pragmatique et apporter ce que les clients attendent, c'est-à-dire le respect des mesures sanitaires, et puis alors en l'occurrence, s'il y a besoin, ne pas faire rentrer trop de gens dans le magasin pour qu'à l'intérieur du magasin, les mesures sanitaires et la distance soient respectées. Mais je crois que personne n'a eu à filtrer les gens à l'entrée des magasins pour l'instant, parce que le trafic est quand même en baisse. Et dans les magasins, les grands espaces, on peut accueillir tout le monde. La jauge qu'on nous impose nous permet d'accueillir à peu près 150 personnes au même moment dans le magasin. Bon, ben, ça fait déjà quand même, on a rarement 150 personnes au même moment dans les magasins en ce moment. Et pour autant, on progresse en chiffre d'affaires. Ok. Donc il faut rester pragmatique. Les choses et rester pragmatique. Donc une dernière question qui porte du coup sur la hausse donc du trafic que vous avez donné tout à l'heure, des chiffres sur la hausse de votre trafic en ligne sur votre plateforme e-commerce. Donc on parle de plus 100%, ce qui est énorme. Comment est-ce que vous avez réussi à réagir finalement à cette demande qui s'est accrue d'un coup? Est-ce que vous l'aviez un petit peu vu venir? Est-ce que finalement vous avez réussi sans trop de problèmes à réagir parce que vous aviez mis des choses en place? Ou est-ce qu'au contraire il a fallu vous adapter au fur et à mesure? Le plus difficile pendant la période de confinement, effectivement, ça a été, vous l'avez évoqué pour Amazon tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent dans les entrepôts. En l'occurrence, on a un entrepôt spécifique pour le web avec une organisation spécifique, mais il fallait permettre aux personnes de travailler dans de bonnes conditions sanitaires. Et puis, il faut aussi que les personnes aient envie de travailler pendant cette période-là où ils avaient d'abord peur pour leur vie. En fait. Donc, c'est vrai qu'on écoute d'abord les collaborateurs. Est-ce que vous voulez bien venir travailler? Et en l'occurrence, pour notre entrepôt web, ça a été le cas. Des collaborateurs ont souhaité venir. On a respecté les consignes, évidemment, et les mesures sanitaires.
Et on a pu réapprovisionner gentiment cet entrepôt, mais c'est vrai qu'avec un rythme qui n'était pas le même que d'habitude. Donc, l'offre manquait forcément sur le web. Ensuite, les délais de livraison étaient aussi beaucoup plus longs parce que les délais les transporteurs avaient aussi leurs contraintes et les mêmes contraintes. Donc, il a fallu que les clients comprennent que le service était moins bon. Et là, ils ont dû attendre un petit peu plus longtemps. On s'est adapté en fonction de ça et en expliquant aux clients que ça allait être un peu plus long. En revanche, on a offert le transport. Et là, c'est une équation économique différente, mais on a offert le transport pour compenser ce service qui était un peu dégradé. Voilà. Et ça s'est bien passé. Très bien. Pas d'autres questions? Je ne crois pas. Non. Un grand merci Hubert en tout cas pour ce témoignage. Je voulais quand même revenir encore une fois sur les belles initiatives aussi que tes équipes ont mis en place durant ce confinement. Je pense notamment à Animal Crossing qui a quand même énormément fait parler, qui a fait beaucoup de buzz en tout cas dans la presse. Et puis que… Oui, c'est cette volonté. Il y avait la volonté d'être utile avec les coups de pouce pendant le confinement et de dépasser un peu cette idée de transaction. En fait. Je pense que c'est quelque chose qui, dans le commerce physique, va être une tendance de long terme, c'est que les magasins vont être de moins en moins des lieux de transaction. Et la transaction, elle se fera de plus en plus ici, avant, et ça sera de plus en plus des lieux de relation, uniquement de relation. Donc c'est vrai que les coups de pouce, c'est une façon d'enrichir la relation. Animal Crossing, c'est plutôt des clins d'œil pour apporter un peu de modernité, dire qu'on est dans le coup. Médiatiquement, ça a été une super couverture, un vrai carton. En termes d'utilisation, par contre, c'est marginal, quoi. Mais c'est des belles opérations. Tout le monde s'amuse autour de ça, les clients et puis les équipes. C'est chouette, il y a beaucoup d'innovation. On a, avec notre opération sur Zoom aussi, avec ce jeu d'échanger avec les fonds d'écran, etc. Ça a été une bonne couverture presse aussi. Donc, ouais, il y a un bon dynamisme des équipes en ce moment, c'est sympa. En tout cas, bravo à toi et bravo à toutes tes équipes. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Merci Lorraine, Manon de nous avoir éclairé sur ces deux thématiques. Je vous rappelle que le Living Lab de NovaChild, c'est une multitude de solutions d'écoute des usagers déjà éprouvées par beaucoup de nos adhérents. N'hésitez pas si vous avez des besoins, si vous voulez en savoir un peu plus sur NovaChild aussi, si vous voulez rejoindre notre réseau. Toute l'équipe, en tout cas, est à votre écoute pour vous présenter beaucoup plus en détail notre activité. Un grand merci encore à nos deux témoins, Florent Dumont et Hubert Aubry. Et puis merci à vous d'avoir assisté évidemment à ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous maintenant le 17 juin prochain, la semaine prochaine, pour le dernier épisode de cette série de webinaires consacrée aux familles confinées, où vous aurez la possibilité de discuter avec 4 familles ayant participé à l'enquête. Vous pouvez d'ores et déjà aussi, d'ailleurs, pour celles et ceux qui se sont inscrits à ce webinaire, nous renvoyer les questions ou les thématiques sur lesquelles vous souhaitez qu'on pose de nouvelles questions. N'hésitez pas à les envoyer à Lorraine et à Manon. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et puis je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci. Merci.